Salut tout le monde, si je coupe la musique c'est tout de suite mieux pour parler. J'espère que vous allez bien. Voilà, de mon côté tout va bien. N'hésitez pas à me dire s'il y a un souci, hein, comme d'habitude. Je lis le chat entre deux. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour lire la suite de Shining. Donc on s'était arrêté hier à la fin du chapitre 14, donc on va reprendre au chapitre 15. Je voulais juste dire, ce que j'ai oublié de le dire hier soir, j'ai déjà établi un planning de live pour cette semaine. Donc normalement, je live ce soir, je live mercredi et normalement dimanche, possiblement vendredi, mais ça c'est pas sûr du tout. Donc voilà, je compte sur vous pour être au rendez-vous. Toujours 20h30, je pense que c'est un bon horaire, ça me semble pas trop mal. Salut Ilan. Voilà. Je crois que c'est tout, hein. Je poste les rediffs sur YouTube. La première est déjà disponible pour ceux qui voudraient. Et la deuxième, je vais la mettre ce soir. On est obligé d'attendre un certain temps entre Twitch et YouTube pour les replays. Et voilà, je crois que c'est tout. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir des notifications à chaque fois que je fais un live. C'est peut-être mieux pour suivre une histoire. Sachant que là, c'est Shining, mais il y aura d'autres lectures de styles différents plus tard. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous adorez mon adorable voix. Non, je rigole. En tout cas, c'est cool, ça vous permet de... Ça peut, enfin, ça donne accès à la lecture un peu à tout le monde. Donc voilà. Merci Ilan pour ton adorable rôle de modérateur. Rappelle-moi de t'augmenter. Sur ce, on va passer donc. J'espère que t'es à jour Ilan et que t'as rattrapé le live d'hier que t'as loupé. On va passer au chapitre 15. Hop, une petite transition. Voilà, normalement le son de la pluie derrière c'est ok. Gâteau me l'avait validé hier, mais si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à me le dire, j'augmente ou je baisse le son de la pluie. Et on est parti. Du coup, let's go. Chapitre 15, dans la cour. Jack avait déniché au fond de la remise un énorme fauteuil en osier peint en blanc, et contre les objections de Wendy, qui disait n'avoir jamais rien vu d'aussi laid, il l'avait mis sur le porche. Il y était à présent confortablement installé et savourait la lecture de Vivres d'amour et d'eau fraîche de L. Doctorow. Dans la camionnette brinque-ballante, conduite par sa femme avec Danny à ses côtés, s'engagea dans l'allée de l'hôtel. Wendy se gara au parking, donna un coup d'accélérateur, puis coupa le contact. L'unique feu arrière s'éteignit, mais le moteur continua de hoqueter quelques instants encore, avant de se taire. Jack se leva de son fauteuil et se dirigea vers eux d'un pas nonchalant. Salut, pas cria Danny, en s'élançant vers son père. Il tenait une boîte à la main. Regarde ce que maman m'a acheté. Jack souleva son fils, lui fit faire 2 tours en l'air et lui donna une grosse bise sur la bouche. Jack Torrance, je présume. L'Eugène O'Neill de sa génération. Le Shakespeare américain, s'écria Wendy, tout sourire. Quelle chance de vous rencontrer ici dans ces montagnes perdues. Chère madame, la médiocrité des hommes a fini par me faire fuir, dit-il, en la prenant dans ses bras et en l'embrassant. Vous avez fait bon voyage? Très bon. Danny se plaint d'avoir été secoué, mais la camionnette n'a pas calé une seule fois. Et... Oh, Jack, tu as fini! Suivant le regard de sa mère, Danny vit qu'elle regardait le toit. Quand il aperçut la large bande vert clair de Bordeaux neuf sur l'aile ouest du toit, son visage s'assombrit un instant, puis s'éclaircit de nouveau, dès qu'il se rappela la boîte qu'il tenait dans sa main. Regarde, papa, regarde! Jack prit la boîte que son fils lui tendait. C'était une voiture miniature Big Daddy Ross. Danny avait toujours affolé de ses maquettes fantaisistes. Celle-ci s'appelait la Volkswagen violette, et l'image sur la boîte montrait une énorme Volkswagen violette, avec feu arrière en queue de poisson, genre Cadillac, lancée à fond de train sur une piste en terre. Elle était pilotée par un monstre portant une énorme casquette de course, visière à l'arrière. Il serrait le volant dans ses mains griffues, et à sa tête, couverte de verrues, aux yeux exorbités, injectés de sang, à la bouche fendue d'un rire dément, sortait par le toit ouvrant. Wendy lança à Jack un sourire entendu, et Jack lui fit un clin d'œil. Ce que j'apprécie avec toi, prof, dit Jack en rendant la boîte à Danny, c'est ton attirance pour tout ce qui est intellectuel. Tu es le vrai fils de ton père. Maman a dit que tu m'aideras à la monter dès que j'aurai fini mon premier livre de lecture. Ça veut dire à la fin de la semaine, répondit Jack. Et que cachez-vous encore entre cette belle camionnette
dans cette belle camionnette, chère madame. Pas question, mon vieux. Elle lui saisit le bras et le fit reculer. Tu ne regarderas pas. Il y a quelques affaires pour toi là-dedans, mais Danny et moi, nous nous chargerons de tout rentrer. Toi, tu peux prendre le lait. Il est par terre dans la cabine. Voilà tout ce que je suis pour vous, s'écria Jack, se prenant le front entre ses mains. Un cheval de charge, une bête de somme. Rien de plus. Porte-moi ci, porte-moi ça. Voilà tout ce que j'entends. Vous pouvez commencer par me monter ce lait jusqu'à la cuisine, cher monsieur. C'en est trop, s'écria-t-il, en se jetant par terre tandis que Danny le regardait faire en se tordant de rire. Lève-toi, vieille bête, dit Wendy, en lui chatouillant les côtes du bout de son pied. Tu vois, dit-il à Danny, elle m'a appelé vieille bête. Je te prends un témoin. Je suis témoin, s'écria Danny, qui, ivre de joie, sauta par-dessus son père étendu par terre. Jack s'assit. Je me rappelle, fiston, que moi aussi j'ai quelque chose pour toi. C'est sur le porche, à côté du fauteuil. Qu'est-ce que c'est? Je ne me souviens pas, va voir. Jack s'était remis debout, et Wendy et lui, côte à côte, regardèrent Danny traverser la pelouse en courant, puis grimper deux à deux les marches du porche. Jack passa un bras autour de la taille de sa femme. Alors, princesse, tu es heureuse? Elle se tourna vers lui et le regarda droit dans les yeux. Il vit qu'elle ne plaisantait plus. Je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis que nous sommes mariés. C'est vrai? C'est vrai. Il la serra dans ses bras. Je t'aime. Émue, elle lui rendit son étreinte. Jack Torrance n'avait jamais été prodigue de ces mots-là, et elle aurait pu compter sur ses 10 doigts le nombre de fois qu'il les avait prononcés, avant et après leur mariage. Moi aussi, je t'aime. Maman, maman, criait Danny, d'une voix perçante du haut du porche. Il était au comble de l'excitation. Viens voir. Ah, ce que c'est chouette. Qu'est-ce que c'est? Lui demanda Wendy, tandis qu'il quittait le parking, la main dans la main. Zut, j'ai complètement oublié, dit Jack. À d'autres, dit-elle, en lui donnant un coup de coude dans les côtes. Je ne me laisserai pas prendre. C'est ce que nous verrons ce soir, répliqua-t-il, et elle rit. Quelques instants après, il lui demanda. Crois-tu que Danny est heureux? Tu devrais le savoir mieux que moi. C'est toi qui passes des heures à bavarder avec lui, tous les soirs avant qu'il n'aille dormir. D'habitude, nous parlons de ce qu'il fera quand il sera grand, ou de l'existence du Père Noël. Il ne m'a presque rien dit sur l'Overlook. À moi non plus, dit-elle. Il montait les marches de l'escalier. Il ne me parle pas beaucoup, et je crois qu'il a maigri. Oui, j'en suis presque certaine, Jack. Mais non, il grandit tout simplement. Danny leur tournait le dos, et Wendy ne pouvait pas voir ce qu'il examinait sur la table à côté du fauteuil de Jack. Il commence à chipoter avec sa nourriture. Tu te souviens du coup de fourchette qu'il avait? À partir d'un certain âge, il mange moins, dit-il, d'un air absent. Je pense avoir lu ça dans Spock. À 7 ans, ce sera de nouveau un gouffre. Il s'était arrêté sur la dernière marche. Il a terriblement envie d'apprendre à lire, dit-elle. Je sais qu'il veut nous faire plaisir. Ou plutôt qu'il veut te faire plaisir à toi, ajouta-t-elle à contre-cœur. Il veut surtout se faire plaisir à lui-même, dit Jack. Je ne le pousse pas. En fait, je préférais qu'il ne force pas tant. Me trouverais-tu ridicule si je prenais rendez-vous pour qu'on lui fasse un check-up? Il y a un généraliste à Sinwitter. Un jeune, d'après ce que m'a dit la caissière du supermarché. Tu es inquiète en voyant s'approcher l'hiver? Elle haussa les épaules. Oui, sans doute. Si tu trouves que c'est idiot, pas du tout. Tu n'as qu'à prendre rendez-vous pour nous tous. Comme ça, nous aurons nos certificats de bonne santé et nous pourrons dormir sur nos 2 oreilles. Je prendrai rendez-vous dès cet après-midi, dit-elle. Maman, regarde, maman. Danny arriva en courant, tenant dans ses mains un gros objet gris que Wendy, par une méprise tragicomique, prit d'abord pour un cerveau humain. Quand elle comprit ce que c'était, elle eut un mouvement de recul. Jack lui passa un bras autour des épaules. N'aie pas peur. Toutes celles qui ne se sont pas envolées ont été tuées par une bombe insecticide. Elle regarda le gros nid de guêpe que tenait son fils, mais refusa de le toucher. Tu es sûr qu'il n'y a aucun danger? Absolument sûr. J'en avais un dans ma chambre quand j'étais gosse. C'est mon père qui me l'avait donné. Veux-tu le mettre dans ta chambre, Danny? Ouais, tout de suite. Il fit demi-tour et se précipita vers la porte d'entrée à double battant. Ils purent entendre le bruit étouffé de ses pas dans l'escalier. C'est vrai qu'il y avait des guêpes là-haut? Demanda-t-elle. Tu ne t'es pas fait piquer? Si, justement. Regarde comme j'ai bien mérité de la patrie, dit-il en lui montrant son doigt qui avait commencé à désenfler déjà. Elle le cajola avec des roucoulements tendres et posa sur le doigt blessé un petit baiser. Est-ce que tu as retiré le dard? Les guêpes ne laissent pas de dard. À la différence des abeilles, qui ont le dard fourchu, les guêpes ont le dard lisse, ce qui explique pourquoi elles sont si dangereuses. Elles peuvent piquer plusieurs fois de suite. Jack, es-tu sûr que ce nid ne représente aucun risque pour Danny? J'ai suivi toutes les instructions inscrites sur la bombe. On garantit que ce produit tue tout insecte dans un délai de 2 heures.
et qu'ensuite ils se dissipent sans laisser de résidus. Je les déteste, dit-elle. Quoi? Les guêpes? Toutes ces bêtes qui piquent, dit-elle. Elle croisa les bras sur sa poitrine et prit les coudes dans ses mains. Moi aussi, dit-il en la serrant dans ses bras. Chapitre 16, Dany. Alors, Ilan, ça dépend. L'augmentation, c'est une addition ou une pli... Mais qu'est-ce que tu racontes, Ilan? Tu t'es trompé de truc. Tu t'es trompé de... Ça dépend, l'augmentation, c'est une addition ou une multiplication, parce que 0 multiplié par ce que tu veux, ça fait 0. D'accord. Salut Nox, tu vas bien? Surtout, faut pas contrarier Ilan, je crois, ce soir. Hein. Surtout, il a l'air un peu obscur. C'est Shining qui te monte à la tête, je pense. Bon, du coup c'est parti. Chapitre 16, Dany. Ouais, je t'ai pas vu, Nox, hier. Dark Ilan. Ouais, c'est exactement ça. Je t'ai pas vu hier. Du coup, il manquait un peu un peu de... Un peu d'activité sur le chat. Heureusement qu'il y avait Petit Gâteau pour me tenir compagnie. Hop, j'en profite pour un petit coup. Allez, on se lance dans le chapitre 16. J'ai voulu passer, mais je regarderai... Se faire étaler dans l'arc, désolé. Ah, t'as raison, en même temps, c'était nettement plus intéressant. J'avoue que le voir se rétamer... J'espère qu'il a perdu plein de dinos. Et qu'il s'est bien fait éclater. La galdarde. Ouais, un jour sur deux, elle fait un coup moi, un coup lui. Le pauvre, ouais. Enfin bon, quand tu joues à Arc, tu sais que tu vas perdre des dinos, tu sais que tu vas mourir. C'est le jeu. Tu sais que tu viens de tamer un super giga bien bon dino et puis que tu vas te le faire éclater en moins de 2 secondes. Alors que ça fait 2 heures que t'es en train de le tamer. C'est... C'est la fatalité de Arc. Allez, chapitre 16, Dany. De sa chambre au fond du couloir, Wendy pouvait entendre la machine à écrire de Jack crépiter 30 secondes, se taire 2 ou 3 minutes, puis reprendre son crépitement. C'était comme si, tapie au fond d'une tranchée, elle écoutait des rafales de mitraillettes. Mais pour elle, c'était une véritable musique. Depuis la 2e année de leur mariage, celle où Jack avait écrit la nouvelle achetée par Esquire, il n'avait plus travaillé avec cette régularité-là. Il lui avait dit qu'il pensait terminer la pièce pour la fin de l'année, et qu'il comptait ensuite entreprendre autre chose. Mais le simple fait qu'il se soit remis à écrire avait suffi à faire renaître l'espoir. Non pas qu'elle s'imaginât que cette pièce allait leur apporter gloire ou fortune, mais il lui semblait qu'en l'écrivant, son mari refermait peu à peu la porte sur un passé plein de monstres. Depuis longtemps, il pesait de toutes ses forces contre cette porte, et elle paraissait enfin céder. Chaque touche frappée la refermait encore un peu plus. « Regarde, Dick, regarde !» Dany se penchait sur le premier des 5 livres de couture pour débutants que Jack, à force de fouiner dans le boulder chez les marchands, de livres d'occasion avait réussi à dénicher. Ces livres mettraient Dany au niveau du cours élémentaire de première année. C'était, selon Wendy, un programme beaucoup plus ambitieux, et elle l'avait dit à Jack. Leur fils était intelligent, il le savait, mais ce n'était pas une raison pour le pousser trop vite. Jack était d'accord là-dessus, mais si Dany avançait vite, il ne voulait pas se trouver pris au dépourvu. Et elle se demandait si Jack n'avait pas eu raison une fois de plus. Dany, mûri par 4 ans de Sesame Street et 3 d'Electric Company à la télé, apprenait à une vitesse vertigineuse, voire inquiétante, de la vie de Wendy. Le planeur en balsa et le poste à galène, posé sur le rayonnage au-dessus de sa tête, montaient la garde, tandis qu'il se penchait sur ses petits livres aux récits anodins. On aurait dit qu'apprendre à lire était pour lui une question de vie ou de mort. À la lumière chaude et intime de la lampe tulipe qu'ils avaient installée dans sa chambre, son visage lui parut pâle et ses traits tirés. « Regarde Jip courir !» lut Dany lentement. « Cours, Jip, cours, 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 cours !» Il s'arrêta, abaissant son doigt à la ligne suivante. « Regarde là !» Il se pencha encore plus près de la page qu'il touchait presque de son nez à présent. « Regarde là !» « Pas si près, prof, dit Wendy doucement. Tu vas te faire mal aux yeux. C'est...
Ne me le dis pas, s'écria-t-il en se redressant brusquement. Sa voix était chargée d'émotion. Ne me le dis pas, maman, j'y arriverai. D'accord, chérie, dit-elle. Mais ne te mets pas dans des états pareils, ça ne vaut vraiment pas la peine. Sans prêter la moindre attention à ce que lui disait sa mère, Danny se penchait toujours sur son livre. Il n'aurait pas été plus tendu s'il avait été en train de passer un concours d'agrégation. Et Wendy trouvait cela de plus en plus inquiétant. Regarde la B-A-L. Regarde la B-A-L. Regarde la B-A-L. Balle. Son exaltation triomphante avait quelque chose d'effrayant. Regarde la balle. C'est juste, dit Wendy. Chérie, je crois que ça suffit pour ce soir. Une au dopage encore, maman. Je t'en supplie. Non, prof. Elle referma le petit livre à couverture rouge d'un air décidé. C'est l'heure d'aller te coucher. S'il te plaît. N'insiste pas, Danny. Maman est fatiguée. Ok. Mais il n'arrivait pas à détacher les yeux du livre. Va embrasser ton père et ensuite tu iras te laver. N'oublie pas de te brosser les dents. Ouais. Il s'en alla, emmitouflé des pieds jusqu'au cou dans son pyjama combinaison de flanelle, dont le devant s'agrémentait d'une image de ballon en rugby et qui arborait à l'envers l'inscription New England Patriots. La machine à écrire marqua un temps d'arrêt, et elle entendit le baiser de Danny. Nuit, papa. Bonne nuit, prof. Tu as bien travaillé? Oui, pas trop mal, mais maman m'a arrêté. Maman a eu raison. Il est plus de 8h30. Tu vas te laver? Ouais. Bonne idée. Il y a de la pomme de terre qui commence à te pousser dans les oreilles. Et de l'oignon, des carottes, de la ciboulette et... Le rire de Danny s'éloigna, puis s'interrompit brusquement, coupé par le déclic du verrou de la porte de la salle de bain. Danny avait toujours considéré que ce qu'il faisait à la salle de bain ne concernait que lui, alors qu'avec Jack et Wendy, ça se passait à la bonne franquette. C'était encore un de ces nombreux signes qui montraient que Danny n'était ni une copie conforme de l'un de ses parents, ni un mélange des deux, mais un être humain entièrement neuf. Wendy s'en attristait quelquefois. Son enfant deviendrait un jour un étranger pour elle, comme elle en serait une pour lui. De nouvelles rafales de machines à écrire retentirent. L'eau coulait toujours dans la salle de bain, et elle se leva pour voir si tout allait bien. Perdu dans le monde qu'il inventait, Jack ne leva pas les yeux. Cigarette au bec, il fixait sa machine d'un regard absent. Elle frappa doucement à la porte d'entrée de la salle de bain. « Ça va, prof? Tu ne t'es pas endormi ?» Pas de réponse. « Danny ?» Pas de réponse. Elle essaya d'ouvrir la porte, mais ça a été verrouillé. « Danny ?» Elle était inquiète à présent. L'absence de tout bruit, hormis celui de l'eau qui coulait, lui paraissait suspecte. « Danny, ouvre la porte, mon lapin !» Toujours pas de réponse. « Danny !» Nom de Dieu, Wendy, comment veux-tu que je réfléchisse si tu continues de cogner sur cette porte? Danny Danny s'est enfermé dans la salle de bain, et il ne répond pas. Jack quitta son bureau l'air mécontent. Il frappa violemment à la porte. Ouvre, Danny, ce n'est pas drôle. Pas de réponse. Jack frappa encore plus fort. Fini la rigolade. Quand c'est l'heure de se coucher, il faut se coucher. Si tu n'ouvres pas, c'est la fessée. Il va s'emporter, pensa-t-elle, de plus en plus effrayée. Depuis le fameux soir d'il y a 2 ans, Jack n'avait plus touché à Danny, mais à présent, il paraissait suffisamment en colère pour le faire. « Danny, chérie, reprit-elle. Pas de réponse. Rien que l'eau qui continuait de couler. « Danny, si tu m'obliges à casser cette serrure, je te promets que tu passeras la nuit couché sur le ventre, menaça Jack. Toujours rien. Enfonce-la, dit-elle. Elle avait soudain du mal à parler. Vite, ajouta-t-elle. Il leva son pied et l'abattit contre la porte de toutes ses forces, à droite de la poignée. La serrure, de mauvaise qualité, céda au premier coup. La porte s'ouvrit, et vibrant sous le choc, rebondit contre le carrelage du mur de la salle de bain. « Danny !» cria-t-elle. L'eau coulait à toute force dans le lavabo. Le tube de dentifrice Crest, décapuchonné, était posé sur le rebord. À l'autre bout de la pièce, assis sur le rebord de la baignoire, Danny, la bouche cernée d'une épaisse mousse dentifrice, tenait mollement sa brosse à dents dans sa main gauche et fixait d'un regard vide le miroir de l'armoire de toilette. L'expression d'horreur qui se lisait sur son visage était si violente que Wendy crut tout d'abord qu'il avait eu une attaque d'épilepsie et qu'il avait avalé sa langue. « Danny !» Danny ne répondit pas. Il ne montait de sa gorge que des grognements gutturaux. Jack écarta Wendy si brutalement qu'elle heurta le porte-serviette. Il s'agenouilla devant son fils. « Danny !» dit-il. « Danny ! Danny !» Il claqua les doigts devant les yeux vides de Danny. « Ah, oui, dit Danny. C'est un match de tournoi. Un coup et vlan. »« Danny ?»« Rock !» La voix de Danny était devenue grave. C'était presque celle d'un homme. « Rock ! Le coup tombe. On peut se servir des 2 bouts d'un maillet de roc. Rah !»« Oh, Jack, qu'est-ce qu'il y a ?» Jack saisit l'enfant par les coudes et le secoua très fort. La tête de Danny roula mollement vers l'arrière, puis rebondit brusquement vers l'avant, comme un ballon attaché à une baguette. « Rock, vlan, trop mal !»
Jack le secoua de nouveau, et soudain, le regard de Danny s'éclaircit. La brosse à dents glissa de sa main et tomba sur le carrelage avec un bruit sec. Qu'est-ce qui se passe demanda-t-il, regardant autour de lui. Il vit son père agenouillé devant lui et Wendy debout contre le mur. Qu'est-ce qui se passe demanda Danny de nouveau, dans un affolement croissant. Qu'est-ce que... Arrête de bégayer lui cria Jack au visage. Terrifié, Danny se mit à hurler. Son corps se raidit, et se débattant pour se libérer de l'étreinte de son père, il finit par éclater en sanglots. Bouleversé, Jack l'attira vers lui. Oh mon petit, je suis désolé, prof, s'il te plaît, ne pleure pas. Je te demande pardon, calme-toi. L'eau n'arrêtait pas de couler dans le lavabo, et Wendy eut tout à coup le sentiment qu'elle revivait l'affreux cauchemar d'il y a 3 ans, lorsque son mari, ivre, avait cassé le bras de son fils, puis pleurniché sur lui de la même façon avec les mêmes mots. Oh mon petit, je suis désolée. Vraiment, je suis désolée, prof. Arrête, je t'en prie, je te demande pardon. Elle se précipita vers eux et arracha Danny des bras de Jack sans prêter attention au regard furieux qui lui décocha et auquel elle aurait toujours le temps de penser plus tard. Danny lui passa les bras autour du cou et, suivie par Jack, elle l'emporta dans sa petite chambre. Assise sur son lit, elle le berça longuement, tâchant de le calmer avec un babil incohérent qu'elle répétait inlassablement. Elle leva les yeux sur Jack, mais ne put lire dans son regard autre chose que de l'inquiétude. Il haussa les sourcils en guise d'interrogation, et pour toute réponse, elle secoua faiblement la tête. « Danny, dit-elle, Danny, ça va, prof, tout va bien. » Elle réussit enfin à l'apaiser. Il ne tremblait presque plus dans ses bras. Ce fut pourtant à Jack qui s'était assis à côté d'eux sur le lit qu'il parla le premier, et la vieille blessure se rouvrit. C'est lui le premier, il a toujours été le premier. Jack l'avait rudoyé. Elle l'avait consolé, mais c'était pourtant à son père que Danny dit. « Je te demande pardon, si j'ai fait quelque chose de mal. » « Il n'y a rien à te pardonner, prof. » Jack lui ébouriffa les cheveux. « Qu'est-ce que tu foutais là-dedans » Danny secoua lentement la tête d'un air hébété. « Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que tu m'as dit de ne pas bégayer, papa ? Je ne bégaye pas. » « Bien sûr que non, répondit Jack avec hâte, qui glaça le cœur de Wendy. Jack semblait avoir peur, comme s'il venait d'apercevoir un fantôme. « C'est à cause du chronomètre, murmura Danny. « Quoi » Jack se pencha en avant, et Danny tressaillit dans les bras de sa mère. « Jack, tu lui as fait peur, dit-elle d'une voix altérée, perçante et accusatrice. Elle se rendit compte tout à coup qu'ils avaient tous peur. Mais peur de quoi ? Je ne sais pas, dit Danny à son père. Mais qu'est-ce que j'ai dit, papa ? Rien, marmonna Jack. Il tira son mouchoir de sa poche arrière et s'en essuya la bouche. Le temps d'un éclair, Wendy eut de nouveau l'impression de revivre le passé. Elle se souvenait bien de ce geste-là. C'était sa manie du temps où il buvait. Danny, pourquoi est-ce que tu as fermé la porte à clé demanda-t-elle doucement. Pourquoi est-ce que tu as fait ça ? C'est Tony, dit-il. C'est Tony qui m'a dit de le faire. Ils échangèrent un regard d'intelligence au-dessus de sa tête. Est-ce que Tony t'a dit pourquoi, mon petit ? Demanda Jack doucement. Je me brossais les dents et je pensais à ma leçon de lecture, dit Danny. Je réfléchissais très fort et alors j'ai vu Tony au fond du miroir. Il m'a dit qu'il voulait me montrer quelque chose. Tu veux dire qu'il se trouvait derrière toi ? Demanda Wendy. Non, il était dans le miroir. Danny insista sur ce point. Au fond du miroir. Ensuite, j'ai traversé le miroir. Après, je ne me souviens de rien, jusqu'au moment où papa m'a secoué et que j'ai cru avoir encore fait quelque chose de mal. Jack sursauta comme si on l'avait giflé. Mais non, prof, dit-il d'une voix éteinte. Tony t'a dit de fermer la porte à clé, demanda Wendy en lui caressant les cheveux. Oui. Et que voulait-il te montrer ? Danny se raidit brusquement dans ses bras, les muscles tendus comme les cordes d'un piano. Je ne m'en souviens pas, dit-il, pris de panique. Je ne me souviens pas. Ne me le demande pas, je ne me souviens de rien. Chut, dit Wendy, anxieuse. Elle se mit à le bercer de nouveau. Ça ne fait rien si tu ne t'en souviens pas, mon lapin. Ne t'en fais pas. Excusez-moi, j'ai mon chien qui m'a fait bouger de ma ligne. Tu peux faire un câlin quand je lis, mais arrête de gigoter, s'il te plaît. Pardon. Du coup, j'en étais où ? Ne t'en fais pas. Danny finit par se détendre un peu. Veux-tu que je reste un moment avec toi ? Que je te lise une histoire ? Non, mais laisse une lampe de nuit allumée. Il regarda timidement son père. Papa, tu veux bien rester un peu ? Juste une minute ? Bien sûr, prof. Wendy soupira. Je serai au salon, Jack. Entendu. Elle se leva et regarda Danny se glisser sous les couvertures. Il paraissait très petit. Tu es sûr que ça va, Danny ? Ça va. N'oublie pas d'allumer mon Snoopy, maman.
D'accord. Elle alluma la lampe de chevet sur laquelle on voyait Snoopy dormant sur le toit de sa niche. Dany n'avait jamais éprouvé le besoin d'avoir une lampe de chevet avant de venir à l'Overlook. Mais dès leur installation ici, il leur en avait demandé une. Elle hésita un instant, puis les quitta sans faire de bruit. Tu as sommeil lui demanda Jack, tout en écartant les cheveux de son front. Ouais. Tu veux boire? Non. Pendant 5 minutes, ce fut le silence. Jack avait toujours la main posée sur la tête de Dany. Pensant que Dany avait fini par s'endormir, il était sur le point de se lever quand l'enfant, luttant contre le sommeil, se mit à parler. Rock. Jack se retourna épouvanté. Dany? Tu ne ferais pas de mal à maman, n'est-ce pas, papa? Non. Ni à moi. Bien sûr que non. De nouveau, le silence les enveloppa. Papa? Quoi? Tony est venu pour me parler du jeu de Rock. Ah oui? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je ne me souviens plus très bien, sauf qu'il disait que la partie se divise en tours de batte, comme le baseball. C'est drôle, n'est-ce pas? Oui. Le cœur de Jack battait la chamade. Comment diable un petit garçon de l'âge de Dany avait-il pu apprendre une chose pareille? Le rock se jouait effectivement en tours de batte, non pas tout à fait comme le baseball, mais plus exactement comme le cricket. Papa? Il était presque endormi à présent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que trop mal? Trop mal? Si tu te fais piquer par une guêpe, par exemple, tu auras peut-être trop mal? Le silence revint. Eh, prof! Mais Dany s'était endormi. Sa respiration était devenue profonde et régulière. Jack resta là un moment à le regarder, et une vague d'amour le souleva comme une lame de fond. Je t'aime, Dany, chuchota-t-il. Dieu sait combien je t'aime. Il quitta la chambre. Il s'était laissé emporter de nouveau, pas beaucoup, mais assez pour se dégoûter lui-même et pour avoir peur. S'il buvait un verre, le sentiment de sa propre indignité disparaîtrait. Rien qu'un petit verre et il ne sentirait plus rien. C'est à cause du chronomètre. Il ne souffrirait plus du tout. Il n'y avait pas d'erreur possible. C'était bien ces mots-là que Dany avait prononcés. Ils retentissaient encore dans ses oreilles. Jacques s'arrêta un instant dans le couloir, jeta un regard en arrière, et avec son mouchoir, s'essuya machinalement les lèvres. Leurs formes n'étaient plus que des silhouettes sombres, à peine visibles dans la lueur de la veilleuse. Wendy, ne portant que sa culotte, s'approcha du lit de Dany et le reborda, car il avait rejeté les couvertures. Jack, debout dans l'embrasure de la porte, la regarda toucher le front de l'enfant et l'intérieur de son poignet. A-t-il de la fièvre? Non. Elle lui embrassa la joue. Heureusement que tu as pris rendez-vous avec le médecin, dit-il, lorsqu'elle le rejoignit à la porte. Est-ce que tu crois que ce type connaît son métier? La caissière m'a dit qu'il était très bien, c'est tout ce que je sais. Si Dany a quelque chose, vous irez tous les deux chez ta mère, Wendy. Non, pas question. Je sais, dit-il, l'enlaçant de son bras. Je sais ce que tu ressens. Tu ne peux pas savoir ce que je ressens à son égard. Wendy, c'est le seul endroit où je puisse vous envoyer, tu le sais très bien. Si tu venais avec nous... Sans ce poste, nous sommes foutus, dit-il simplement. Tu le sais. Sa silhouette fit oui de la tête. Elle le savait, en effet. Quand je suis allée voir Ullman, j'ai cru qu'il me racontait des histoires pour m'impressionner. Mais je commence à avoir des doutes. Peut-être que j'ai eu tort de vous amener ici avec moi, à 50 kilomètres de tout lieu habité. Je t'aime, dit-elle, et Dany t'aime encore davantage si c'est possible. Et il aura le cœur brisé si tu nous renvoies. Ne le prends pas comme ça. Si le docteur avait dit qu'il y avait quelque chose d'anormal, je chercherai un travail à Sidwinter, dit-elle. Si je ne trouve rien à Sidwinter, Dany et moi, nous irons à Boulder. Je ne peux pas retourner chez ma mère, Jack. Pas dans ces conditions-là. Ne me le demande pas. Hein. Je ne le peux pas, c'est tout. Je m'en doutais bien. Allons, te laisse pas abattre. Ce n'est peut-être rien. Peut-être. Le rendez-vous est pour 2 heures? Oui. Laissons la porte de la chambre ouverte, Wendy. Oui, ça vaut mieux. Mais je crois qu'il ne se réveillera plus. Il se réveilla pourtant. Boum, 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 boum. Poursuivi par ce martèlement sourd, Dany s'enfuyait dans le dédale tortueux des couloirs, ses pieds nus faisant murmurer la jungle bleue de nuit de la moquette. Chaque fois qu'il entendait le maillet de Rogue s'abattre contre le mur derrière lui, il avait envie de hurler. Mais il savait qu'il devait se retenir, car un hurlement le trahirait et alors trop mal. Tu vas recevoir ta raclée, sale garnement. Celui qui criait ces menaces le cherchait. Il se rapprochait inexorablement. Dany pouvait l'entendre longer le couloir d'à côté, comme un tigre dans une jungle bleue de nuit. Un tigre mangeur d'hommes. Montre-toi, petit merdeux. S'il parvenait à regagner l'escalier ou l'ascenseur et à fuir ce 3e étage, il serait peut-être sauvé.
Mais il lui fallait d'abord se rappeler ce qu'il avait oublié. Il faisait noir, et dans sa terreur, il avait perdu tout sens de l'orientation. Complètement affolé, il avait tourné à droite, ou à gauche, au hasard, tant il redoutait à chaque tournant de se retrouver nez à nez avec le tigre humain qui rôdait dans ce labyrinthe. Le martèlement des coups s'était encore rapproché. Les affreux cris rauques le talonnaient de près à présent. Il s'engagea dans un petit couloir qui, il le comprit trop tard, se terminait en cul-de-sac. De tous côtés, les portes verrouillées lui interdisaient la fuite. Il se trouva alors au fond de l'aile ouest, et dehors, l'orage grondait, sa voix étranglée par les bourrasques de neige. Alors il se mit à pleurer à chaudes larmes, et, le cœur palpitant comme un lapin pris dans un collet, il recula contre le mur. Quand ses épaules touchèrent la tapisserie murale de soie brodée, brochée bleu ciel, ses jambes se dérobèrent sous lui, et il s'écroula sur la moquette. Là, les mains posées à plat sur les lianes et les guirlandes tissées, la respiration sifflante, il attendit. Plus fort, plus près. Les rugissements du tigre s'approchaient. Il allait déboucher d'un moment à l'autre du grand couloir. C'était un tigre qui faisait tournoyer un maillet de rauque, un tigre qui marchait à deux pattes. C'était... Il se réveilla en sursaut, s'assit droit sur son séant et regarda dans le noir, les mains croisées devant son visage. C'étaient des guêpes. 3 guêpes. C'est alors qu'elles le piquèrent, enfonçant dans sa chair leurs dards tout à la fois. Les images du rêve se déchirèrent, l'inondant de leurs flots noirs, et il se mit à hurler dans la nuit. Les guêpes s'accrochaient à sa main gauche, le piquant et le repiquant sans arrêt. La lumière s'alluma. Papa était là, en caleçon, l'air mécontent, et derrière lui se trouvait maman, mal réveillée et effrayée. « Chasse-les » hurla Danny. « Nom de Dieu » s'écria Jack. Il avait vu. « Jack, qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Il ne lui répondit pas, mais courut vers le lit, et attrapant l'oreiller, il se mit à en frapper la main que l'enfant secouait pour en détacher les guêpes. Pendant que Jack s'acharnait sur elle, Wendy remarqua que de petites formes bourdonnantes qui s'envoyaient lourdement en l'air et qui ressemblaient à des insectes. « Prends une revue » lui cria-t-il par-dessus l'épaule. « Écrase-les » !« Des guêpes » dit-elle d'un air détaché, comme si cette nouvelle ne la concernait pas. Puis, la connexion entre son cerveau et les émotions se rétablit, et elle comprit. « Des guêpes ! Mais Jack, tu avais dit que... »« Tais-toi et tue-les » rugit-il. « Veux-tu faire ce que je te dis ?» L'une d'entre elles avait atterri sur le bureau de Danny. Elle prit un livre de coloriage sur la table de travail et l'abattit sur la guêpe, qui laissa sur la couverture une tache brune et visqueuse. « Il y en a une autre sur le rideau » cria-t-il, s'enfuyant avec Danny dans les bras. Il emporta l'enfant dans leur chambre et le coucha sur le grand lit improvisé du côté où dormait Wendy. « Reste ici, Danny, et ne reviens pas avant que l'on ne te le dise. Tu as compris ?» Le visage gonflé et strié de larmes, Danny hocha la tête. « Tu es un garçon très courageux. » Jack sortit dans le couloir et courut vers l'escalier. Il entendit derrière lui s'écraser le livre de coloriage entre 2 fois, encore 2 fois, puis sa femme poussait un cri de douleur. Sans ralentir, il dévala les marches 2 à 2 et se précipita dans le hall obscur. Traversant le bureau de la réception, il pénétra dans la cuisine sans même sentir qu'il s'était cogné la cuisse contre l'angle du bureau, en chaîne d'Ullman. La vaisselle du dîner était entassée dans l'égouttoir où Wendy l'avait laissée assécher. Il saisit le grand bol en pyrex qui couronnait le tout, et retraversant le bureau d'Ullman, remonta l'escalier. Essoufflée et blanche comme un linge, Wendy l'attendait dans l'embrasure de la porte de la chambre de Danny. Elle avait les yeux brillants, mais le regard éteint, et ses cheveux mouillés lui coulaient au cou. « Je les ai toutes tues, dit-elle d'une voix atone, mais il y en a une qui m'a piqué. Jack, tu avais dit qu'elles étaient toutes mortes. » Elle éclata en sanglots. Il passa à côté d'elle sans lui répondre, et le bol en pyrex à la main se dirigea vers le nid posé près du lit de Danny. Rien ne bougeait. Il n'y avait plus de guêpes, du moins pas à l'extérieur. Il renversa le bol sur le nid. « Voilà, dit-il, vous pouvez revenir maintenant. » Ils revinrent dans la chambre. Assis au pied du lit, Danny se tenait la main gauche et les regardait. Les yeux creusés par toutes ses émotions, il adressa à son père un regard chargé de reproches. « Papa, tu avais dit que tu les avais toutes tuées. Ma main, elle me fait drôlement mal. »« Fais voir, prof. »« Non, je n'y toucherai pas. Tu ne te feras pas mal. Tu me la montres, c'est tout. » Il tendit la main, et Wendy poussa un gémissement. « Oh, Danny, oh, la pauvre petite main !» Le docteur devait par la suite compter 11 piqûres. Ce qu'il voyait à présent, c'était un semis de petits trous, comme si l'on avait saupoudré la paume et les doigts de sa main de minuscules confettis rouges. La main avait été très enflée et commençait à ressembler à celle de Tom dans les bandes dessinées après que Jerry lui écrasait avec un marteau. « Wendy, va chercher la bombe à aérosol qui est dans la salle de bain, dit-il.
Tandis qu'elle allait la chercher, Jack, s'asseyant à côté de Danny, glissa son bras autour des épaules de son fils. Une fois que nous t'aurons vaporisé la main, je vais en prendre quelques photos Polaroid, prof. Ensuite, tu viendras te coucher avec nous. D'accord? Oui, dit Danny. Mais pourquoi est-ce que tu veux prendre des photos? Pour pouvoir attaquer ces salauds-là en justice. Wendy revint avec la bombe à aérosol. Ça ne te fera pas mal, mon poulet, dit-elle en enlevant le capuchon. Danny tendit la main, et elle en vaporisa les deux côtés jusqu'à ce qu'elle fût toute luisante. Il poussa un soupir profond. Ça pique? Demanda-t-elle. Non, ça va mieux. Maintenant, prends ça. Il faut les croquer. Elle lui tendit 5 aspirines pour enfants parfumées à l'orange. Danny les prit et il les envoya une à une dans sa bouche. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup d'aspirines? Demanda Jack. Ça fait beaucoup de piqûres, lui lança-t-elle, sur un ton accusateur. Tu vas nous débarrasser de ce nid immédiatement, Jack Torrance. Attends une minute. Il se dirigea vers la commode et sortit son appareil de... 1, 2, 3, 4. Il se dirigea vers la commode et sortit son appareil photo Polaroid du premier tiroir. Il fouilla dans le fond et trouva les flashs. Jack, qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle d'une voix légèrement hystérique. Il va prendre des photos de ma main, dit Danny avec sérieux, et nous allons attaquer ces salauds-là en justice. Pas vrai, papa? C'est vrai, dit Jack d'un air sombre. Il avait trouvé la rallonge du flash et l'avait enfoncé dans la prise de l'appareil. Tends la main, petit. Je parie que ces piqûres valent 5000 $ chacune. Mais de quoi parlez-vous? S'écria Wendy, hors d'elle. Je vais te l'expliquer, dit-il. J'ai suivi toutes les indications imprimées sur cette saloperie de bombe insecticide. Elle devait être défectueuse. Sinon, comment expliquer ce qui s'est passé? Alors nous allons leur intenter un procès. Oh, dit-elle d'une petite voix. Il prit 4 photos, chronométrant le tirage de chaque épreuve à la petite montre médaillon que Wendy portait autour du cou. Danny, fasciné par l'idée que sa main piquée pouvait valoir des milliers de dollars, commençait à surmonter sa peur et à s'intéresser activement à ce qui se passait. La douleur lancinante à sa main s'était un peu calmée, mais il avait mal à la tête. Quand Jack eut rangé l'appareil photo et qu'il lui étalait les épreuves sur il lui étalait les épreuves sur le dessus de la commode pour les faire sécher, Wendy s'inquiéta. Est-ce qu'il faut l'emmener chez le médecin cette nuit même? Non, il n'a pas tellement mal, dit Jack. S'il était allergique au venin de guêpe, ça se serait déclaré dans les 30 premières secondes. Comment? Qu'est-ce qui se serait déclaré? Que veux-tu dire? Le coma ou des convulsions? Oh! Oh mon Dieu! L'air abattu et épuisé, elle se serra les coudes dans les mains. Comment te sens-tu, petit? Tu penses que tu vas dormir? Danny cligna des yeux. Le cauchemar relégué à présent au fond de son esprit avait perdu sa netteté, mais il était toujours effrayé. Oui, si je dors avec vous. Bien sûr, dit Wendy. Oh, mon chéri, ça me fait tellement de peine. C'est rien, maman. Elle se remit à pleurer, et Jack posa la main sur ses épaules. Wendy, je te jure que j'ai suivi toutes les indications à la lettre. Est-ce que tu me promets de jeter ce nid dès le matin, s'il te plaît? Naturellement. Ils se mirent au lit tous les trois ensemble. Jack était sur le point d'éteindre la lumière, quand il s'arrêta et rejeta les couvertures. Je veux une photo du nid aussi. Dépêche-toi. Oui. Il alla à la commode, prit l'appareil ainsi que le dernier flash, et de l'autre main fit à Danny le V de la victoire. Danny lui sourit et de sa main valide lui renvoya le signe. C'est un gosse extraordinaire, pensa-t-il, en se dirigeant vers la chambre de Danny. C'est le moins que l'on puisse dire. Le plafonnier était toujours allumé. Jack traversa la chambre et s'approcha des lits superposés. Ce qu'il vit alors sur la table de nuit lui donna la chair de poule. Même les cheveux fins au bas de la nuque se hérissèrent. L'intérieur du bol, en pyrex, grouillait tellement de guêpes qu'on pouvait à peine entrevoir le nid. Il était difficile de dire combien elles étaient. 50 au moins, peut-être 100. Le cœur cognant lentement dans sa poitrine, il prit ses photos, posa l'appareil et attendit que le tirage des épreuves se fît, tout en s'essuyant les lèvres de la paume de la main. Il alla à la table de travail de Danny, fourragea dans les tiroirs et finit par trouver le plateau en contreplaqué d'un grand jeu de puzzle. Il revint à la table de nuit et, avec précaution, fit glisser dessus le bol avec les guêpes. Les guêpes bourdonnaient rageusement dans leur prison. Puis, posant fermement la main sur le fond du bol pour empêcher de bouger, il sortit dans le couloir. Comment était-ce arrivé? Comment une chose pareille avait-elle pu se produire? La bombe avait pourtant bien fonctionné. Quand il avait tiré sur l'anneau, il avait vu sortir d'épaisses bouffées de fumée blanche. Et lorsqu'il était remonté sur le toit, 2 heures plus tard, il avait fait tomber du trou une avalanche de petits cadavres. Alors comment était-ce possible? La génération spontanée? C'était ridicule. La génération spontanée, c'était une fumisterie du XVIIe siècle. Les insectes ne se reproduisent pas comme ça.
Et même si des œufs de guêpe pouvaient produire des insectes adultes en l'espace de 12 heures, ce n'était pas la saison de la ponte, qui avait eu lieu au mois d'avril ou de mai. L'automne était au contraire la saison où elles mouraient. Vivante énigme, les guêpes bourdonnaient furieusement à l'intérieur du bol. Pourtant le nid, il descendit l'escalier et traversa la cuisine. Il ouvrit la porte du fond qui donnait sur une petite plateforme, celle où le laitier déposait sa livraison pendant l'été. Un petit vent glacé transperça son corps pratiquement nu, et le froid intense du béton de la plateforme lui engourdit instantanément les pieds. Avec précaution, il posa à terre le plateau avec le bol renversé. Se redressant, il regarda le thermomètre à côté de la porte. Retrouvez la forme avec 7-Up, disait-il, et le marqueur marquait -2. Le froid les tuerait avant le matin. Il rentra à l'intérieur et ferma énergétiquement la porte. Soudain, l'hôtel parut s'animer d'une multitude de bruits furtifs. Grincements, gémissements, et le reniflement sournois du vent autour du toit, où d'autres nids, de guêpes, avaient peut-être poussé, comme des fruits vénéneux. Elles étaient revenues. Et tout d'un coup, il lui sembla que l'Overlook ne lui plaisait plus tellement. Non pas tant à cause des guêpes qui avaient piqué son fils et survécu à l'assaut de la bombe insecticide, qu'à cause de l'hôtel lui-même. Avant de remonter l'escalier pour retrouver sa femme et son fils, il prit une résolution inébranlable. Désormais, tu ne te laisseras pas emporter, quoi qu'il arrive. S'engageant dans le couloir qui conduisit à leur appartement, il s'essuya les lèvres du revers de sa main. Fin du chapitre. Pauvre gamin qui n'a aucun répit. Ouais, clairement, Nox. Franchement, je sais pas si t'as rattrapé ton retard d'hier, mais franchement, le bras cassé, il lui arrive tellement de choses. Là, il se fait piquer par les abeilles. Hier, je sais plus ce qui lui arrivait, mais il lui arrive tout le temps des tas de trucs à ce pauvre gamin. C'est incroyable. C'est... Mais pourquoi est-ce qu'ils ont encore la garde de cet enfant? Le pauvre, il s'en prend tellement plein la tronche. Et franchement, je trouve que Jack, il est tellement un mauvais mari avec sa femme, c'est incroyable. Mauvais père, mauvais mari. Franchement, ce pauvre homme n'a pas grand-chose, n'a pas grand-chose pour lui. Hop. Alors, je bois un petit coup ma bouteille. Hop. Et on reprend. Ils sont en France. Non, non, ils sont pas en France, ils sont aux États-Unis. Mais du coup, ça laisse dubitatif, quoi. Franchement, c'est dans les années 70. Ouais, c'est un vieux livre. Donc, je crois que j'ai l'édition de 76 et qu'il est sorti en 74. Donc, ouais, c'est un vieux livre. C'est pour ça, à un moment, il parle de l'appareil photo Polaroid avec des flashs et tout. C'est vraiment un vieux. Ouais, c'est un vieux livre. Mais il n'empêche que, franchement, c'est quand même assez. Enfin, le gamin, il a vraiment une vie de merde quand même. Hein. Années 70, toi femme, conne, fermez ton gueule. Ouais, c'est exactement ça. C'est un peu ça. Ouais, brancher le flash, ouais, bah ouais, ça, il y a plein de trucs, bah on voit que c'est vieux. Hein. Mais bon, ça reste quand même un classique, je trouve. Ça reste très intéressant. Mais effectivement, ça commence à vieillir. Ça commence à être le vieux temps. Femme, queen, homme, travail. Ouais. Mais enfin bon, après, elle se laisse pas faire quand même. On peut pas dire, franchement. Non, on finit pas, Ilan. Non, mais vraiment, enfin, encore, je trouve qu'elle se défend, hein, parce que quand on regarde un peu, ben, quand il a cassé le bras du gamin, elle pensait à divorcer. Elle l'a repris parce que il a arrêté de boire et tout ça. Là, c'est pareil, elle a eu un instinct quand il lui a mal parlé dans la salle de bain. Elle s'est quand même un petit peu imposée en le repoussant et en prenant son fils avec elle. Donc en vrai, elle s'impose un petit peu quand même. C'est pas ouf ouf, c'est sûr que c'est pas. Mais pour les années 70, je pense que c'est déjà pas mal en réalité. Hein. Il y a quand même un petit. Elle a un élan d'indépendance pour protéger son enfant. Ouais, c'est exactement ça, Xylo. C'est vrai que, en fait, finalement, c'est même pas pour se protéger elle à chaque fois, c'est se protéger de son fils. Après, on a quand même compris que ben, elle avait pas plus ou moins de père et que sa mère, ça avait été un peu l'horreur. Donc, finalement, elle a que son fils en fait. Même si Jack lui a apporté beaucoup, malheureusement, il a des petits problèmes d'alcool, quoi. C'est un peu chaud. Nox, par contre, le coup de son père et encore le premier, ça fait de la peine. Ouais, clairement. Bah ouais, surtout qu'elle se plie en quatre pour lui, elle veut quitter son mari pour lui. Et puis finalement, son fils, il voit que par son père. Après, bon, voilà, on est aussi. C'est vrai que c'est un peu triste quand même. Ça fait de la peine. Mais bon, c'est comme ça. Il est enfant après. Hein.
Il a encore le temps de voir que sa mère est quand même là pour lui et qu'elle l'aime énormément. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu triste. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai il lui parle mal. Elle le sauve un peu en pensant en danger. Et au final, il se tourne quand même vers son père pour se confier, pour lui dire t'inquiète pas, je suis désolé. C'est vrai que c'est un peu triste. Après, bon, il a quand même une enfance spéciale, hein. Un père alcoolique, il se fait péter le bras par son père. Il y a quand même un climat de violence, un climat de, ouais, il y a un climat de violence quand même. Il est agressif verbalement, il est agressif physiquement. Donc bon, c'est pas l'amour d'un enfant ne se commande pas. Non, effectivement. Effectivement. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu triste qu'ils disent l'amour de l'enfant se tourne vers son père et pas vers sa mère qui est plus bienveillante visiblement. Mais bon, elle reste parce que son fils a besoin de son père. Ouais, mais bon, c'est pas forcément une raison. Il y a aussi, elle reste parce qu'elle l'aime aussi, mais je trouve ça un peu, ouais, c'est pas sain aussi, tu vois. Enfin, après bon, il a arrêté l'alcool. C'est vrai qu'il n'est plus alcoolique. On voit qu'il essaye de faire de son mieux. C'est vrai qu'il essaye de changer. C'est vrai que il a arrêté l'alcool. Là, il prend un boulot qui lui plaît pas spécialement, sachant que c'est un littéraire, quelqu'un qui a quand même quelqu'un, ouais, il recommence à écrire. Franchement, il essaye de s'en sortir quand même, donc on comprend quand même qu'elle lui laisse une chance. Mais bon, enfin, finalement, est-ce qu'elle lui pardonne vraiment? Quand on voit que là, il se fâche dans la salle de bain, ben, elle, ça lui refait peur, elle se redit merde, ça recommence. Et il redit les mêmes mots qu'il a dit que quand il a pété le bras de son fils. Donc en fait, finalement, elle lui en tient toujours rancune, parce on peut pas lui reprocher à cette pauvre femme. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment ça? Parce que du coup, d'une certaine manière, moi, ça me donne l'impression, en tout cas, en tant que lecteur, ça me donne l'impression qu'en fait, elle attend qu'il recommence une connerie pour se barrer, en fait. Elle attend qu'il redérape, sauf que bah, la dernière fois, c'était un bras cassé, donc c'est quand même, c'est pas rien. Enfin, je sais pas. C'est Après, on reste, c'est vrai, dans la thématique on reste dans l'époque, les années 70. Le divorce, c'est pas évident. C'est vrai que, oui, le risque, c'est que ça peut être la connerie de trop. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, qui fait peur, c'est qu'on se dit, bah, il lui a cassé un bras, elle lui a pardonné. Bon, il fait vraiment des efforts, mais qu'est-ce que ce sera la prochaine fois, en fait? J'ai l'impression qu'elle l'aime, mais qu'elle a perdu la confiance. Ouais, c'est ça. Oui, elle l'aime toujours. Mais ouais, ben, en même temps, il a quand même cassé le bras de son fils. C'est quand même. Et encore, elle ne sait pas les circonstances de l'accident qu'il y a eu avec son mari et son ami à lui. Où ils ont renversé quand même, a priori, un gamin. Même si on n'a jamais retrouvé de corps. Un vélo, ça se tient pas au milieu de la route tout seul comme ça pour le. C'est qu'il y avait forcément un gosse, surtout au milieu de la nuit. Donc, et encore, elle sait pas tout. Enfin, c'est un peu. On verra comment ça avance, mais pour l'instant, ça s'annonce pas super bien. Ils vont être coupés du monde, qu'est-ce que ça va donner? Bon, après, il y en a beaucoup qui connaissent déjà Shining, au moins par le film. Mais là, si on essaie de rester en dehors de tout ça, si on essaie de faire semblant de pas savoir ce qui va se passer, euh, on se dit putain, ils vont passer du temps tout seuls dans l'hôtel, ils vont être coupés du monde, il y aura pas de possibilité de sortir. Le gars, il commence déjà à retrouver quelques. Ou alors t'es dans l'univers de ça. Ouais, c'est ça. Où elle recommence déjà à retrouver des espèces de tics qu'il avait quand il était alcoolique. Comme elle le dit, il s'essuie les lèvres, il recommence à avoir des choses. Enfin, il y a des trucs qui. Ça commence mal. Ils sont pas encore tout seuls, mais ça commence mal. D'ailleurs, un livre qui pourrait être sympa à écouter, bien que je n'aime pas les clowns. Ouais, par contre, ça, c'est un livre en deux parties, mais ouais, pourquoi pas, franchement. En plus, moi, j'aime bien King, donc ça me dérange pas de le lire. Je le mettrai dans mes livres à lire prochainement. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que l'univers de ça est vraiment sympa. Et Shining, bah là on est qu'au début, c'est vrai qu'il vieillit, mais vous allez voir, enfin moi je l'ai déjà lu, en plus du film évidemment, et franchement c'est très intéressant. Mais voilà, c'est pas mal. Donc on va reprendre je pense, on a fait une belle pause, et je pense que tout le monde va savoir la suite. Quel est le prochain membre qu'il va péter à son fils? Non, je rigole. Non, c'est pareil, ce qui est assez angoissant, c'est les livres, les visions que Danny a. C'est pareil, ça laisse présager une suite qui sent pas forcément bon. Alors, en tout cas, ça va pas être marrant. Il nous reste encore de quoi faire. Ils sont pas ils sont pas encore tout seuls. Ils sont pas encore coupés du monde. Là, à mon avis, ça va pas être beau à voir. Mais enfin, allez, c'est parti.
Chapitre... Et oui, en plus là, il se fait piquer par des guêpes. Franchement, le gamin, il a vraiment pas de chance, hein. Il a vraiment un père... Même si ça a l'air bizarre quand même cette histoire, il a vraiment un père défaillant. Bref. Chapitre 17. Le cabinet du médecin. Danny Torrance, étendu en slip sur la table d'auscultation, paraissait tout petit. Il regardait le docteur Edmonds, appelle-moi Bill, qui poussait une grande machine noire vers lui. Danny tourna un peu la tête pour mieux le voir. Ne te laisse pas impressionner, mon vieux, dit Bill Edmonds. C'est un électroencéphalographe. Il ne te fera aucun mal. Électro... Nous l'appelons un EEG. Je vais attacher ces fils à ta tête. Non, n'aie pas peur. Je ne les fais pas pénétrer. Je les fixe simplement au crâne avec du sparadrap. À l'intérieur, il y a des stylos qui vont enregistrer les ondes électriques de ton cerveau. Comme dans le feuilleton L'homme qui valait 6 milliards. C'est ça. Est-ce que tu aimerais être Steve Austin quand tu seras grand? Pour rien au monde, répliqua Danny. L'infirmière commençait à lui attacher les fils à certains points de son cuir chevelu qu'elle avait préalablement rasé. Mon papa dit qu'un de ces jours, il va y avoir un court-circuit et que Steve Austin va se retrouver dans la mer, dans la mélasse jusqu'au cou. Dans la mer Mélasse? Je connais bien cette mer-là. J'y ai fait un tour ou deux moi-même, et sans bouée de sauvetage, dit le docteur Edmonds sur un ton amical. Un EEG peut nous apprendre un tas de choses, Danny. Lesquelles? Il peut nous dire si tu souffres d'épilepsie, par exemple. Si le résultat est positif, ça veut dire qu'il y a un petit problème au niveau du... Ouais, je sais ce que c'est que l'épilepsie. Ah, vraiment? Oui, dans le Vermont, à la maternelle, quand j'étais tout petit, j'allais à la maternelle, il y avait un gosse qui était épileptique. Il ne devait pas se servir du tableau flash. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau flash, Dan? Il avait branché la machine qui s'était mise à tracer des zigzags sur le papier quadrillé. C'est un tableau couvert de lumière de toutes les couleurs. Quand on le met en marche, certaines couleurs s'allument, mais pas toutes. Il faut compter les couleurs, et si on enfonce le bon bouton, la machine s'arrête. Brent n'avait pas le droit de s'en servir. C'est parce que les lumières qui clignotent peuvent parfois déclencher une attaque d'épilepsie. Alors ce tableau aurait pu lui faire piquer sa crise? Edmonds et l'infirmière échangèrent un regard amusé. Ce n'est peut-être pas la façon la plus élégante de le dire, mais c'est bien ça, Danny. La machine continua de bourdonner et de gratter le papier pendant 5 minutes. Après quoi, le docteur Edmonds l'arrêta. C'est terminé, mon vieux, dit Edmonds d'un air pressé. Laisse Sally t'enlever ses électrodes et tu viendras me rejoindre à côté. Je voudrais te parler, d'accord? Entendu. Sally, vous lui ferez un cutie avant de me l'envoyer. D'accord. Edmonds arracha le long rouleau de papier que la machine avait dégorgé et tout en l'examinant, passa dans la pièce voisine. Dès que Danny eut remonté son pantalon, l'infirmière lui dit « Il faut nous assurer que tu n'as pas la tuberculose. »« On me l'a déjà fait l'an dernier à la maternelle, » dit Danny, essayant sans grand espoir de passer au travers. « Mais l'an dernier, c'est loin déjà. Maintenant, tu es un grand garçon, n'est-ce pas ?»« Je suppose que oui, » dit Danny, en soupirant, et il offrit son bras en sacrifice. Il remit sa chemise et ses chaussures, et passant par la porte coulissante, pénétra dans le bureau du médecin. Edmond s'assit au bord de son bureau, balançait ses jambes d'un air pensif. « Salut, Danny. Salut. Comment va ta main à présent ?» demanda-t-il, désignant la main gauche qu'on venait de panser. « Pas mal. Bon, j'ai regardé ton EEG, qui me paraît tout à fait normal, mais je vais l'envoyer par acquis de conscience à un confrère de Denver, dont c'est le métier de lire les EEG. »« Oui, monsieur. »« Parle-moi de Tony, Dan. » Les pieds de Danny se mirent à gigoter. « Ce n'est qu'un ami imaginaire, dit-il. Je l'ai inventé pour me tenir compagnie. » Edmond rit et posa les mains sur les épaules de Danny. « Ça, c'est ce que disent tes parents. Mais tu peux parler franchement à ton médecin. Ça restera entre nous. Dis-moi la vérité et je te promets de ne rien dire, à moins que tu m'en donnes la permission. » Toujours méfiant, Danny dit. « Je ne sais pas qui est Tony. Est-ce qu'il a ton âge ? » Non, il a au moins 11 ans. Il est peut-être plus âgé, mais je ne l'ai jamais vu de près. Il pourrait même être assez grand pour conduire une voiture. Tu ne le vois que de loin ? Oui, monsieur. Et il vient toujours juste avant que tu ne t'évanouisses ? En fait, je ne m'évanouis pas. Je m'en vais avec lui et il me montre des choses. Quel genre de choses ? Eh bien... Danny hésita un moment, puis raconta l'histoire de la malle qui contenait les papiers de papa et que l'on avait cru perdue, mais qui se trouvait en fait sous l'escalier. Et ton papa l'a trouvé à l'endroit que Tony avait indiqué ? Oui, monsieur. Seulement Tony ne m'a rien dit. Il m'a montré l'endroit. Je comprends. Et hier au soir, quand tu t'es enfermé dans la salle de bain, que t'a-t-il montré ? Je ne me souviens pas, répondit aussitôt Danny. Tu en es sûr ? Oui, monsieur. Il y a un instant,
J'ai dit que c'était toi qui avait... Il y a un instant, j'ai dit que c'était toi qui avais fermé la porte à clé de la salle de bain. Mais en fait, c'est Tony, n'est-ce pas? Non, monsieur. Tony n'aurait pas pu fermer la porte à clé puisqu'il n'existe pas. Il voulait que je le fasse et je l'ai fait. C'est moi qui l'ai fermé à clé. Est-ce que Tony te montre toujours où se trouvent les objets perdus? Non, monsieur. Quelquefois, il me montre ce qui va se passer dans l'avenir. Vraiment? Oui. Une fois, il m'a montré le parc d'attractions et le zoo de Great Barrington. Et il m'a dit que mon papa m'y emmènerait pour mon anniversaire. Et c'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il t'a encore montré? Danny fait un effort pour se souvenir. Des panneaux. Il me montre tout le temps des panneaux que je n'arrive presque jamais à lire. Pourquoi crois-tu que Tony fait ça, Danny? Je ne sais pas. Son visage s'éclaira. Mais papa et maman m'apprennent à lire, et je fais de gros efforts pour y arriver. Pour pouvoir lire les panneaux de Tony? En fait, je voudrais réellement apprendre à lire. Mais c'est pour les panneaux aussi. Est-ce que tu aimes Tony, Danny? Danny regarda le sol carrelé sans répondre. Danny? C'est difficile à dire, dit Danny. Autrefois, je l'aimais. Tous les soirs, tous les jours, j'espérais qu'il viendrait, parce qu'il me montrait toujours des choses agréables. Mais depuis que papa et maman ne pensent plus au divorce, le regard d'Edmond se fit plus aigu, mais Danny n'y prêta pas attention. Il fixait le plancher et se concentrait afin de bien s'exprimer. Mais maintenant, quand il vient, il me montre des choses désagréables, des choses terribles, comme hier au soir dans la salle de bain. Ce qu'il m'a montré m'a fait aussi mal que les piqûres de guêpe. Seulement, c'est ici qu'il m'a fait mal. Il braqua son index contre sa tempe, mimant sans le savoir le geste du suicide. Qu'est-ce qu'il t'a montré, Danny? Je n'arrive pas à m'en souvenir, s'écria Danny, au supplice. Je vous le dirais si je le pouvais. C'est comme si je ne voulais pas m'en souvenir. La seule chose que j'ai retenue en me réveillant, c'est le mot trop mal. Trop mal en 2 mots? Non, trop mal, en un seul mot. Qu'est-ce que c'est, Danny? Je ne sais pas. Danny? Oui, monsieur. Est-ce que tu peux faire venir Tony maintenant? Je ne sais pas. Il ne vient pas toujours. Je ne sais même plus si j'ai envie de le voir. Essaye, Danny. Je serai là, à côté de toi. Danny scruta Edmonds d'un air inquiet, puis fit un signe affirmatif de la tête. Mais je ne sais pas si ça marchera. Je ne l'ai jamais fait quand quelqu'un me regardait. Et de toute façon, Tony ne vient pas à chaque fois. S'il ne vient pas, tant pis, dit Edmonds. Tout ce que je te demande, c'est d'essayer. Ok. Danny baissa les yeux, et tout en fixant les mocassins d'Edmonds qui oscillaient doucement, il se mit à penser à son papa et à sa maman. Ils étaient ici, quelque part. Oui, juste derrière la cloison où était accroché ce tableau. Assis côte à côte, ils feuilletaient des revues en silence. Il se faisait beaucoup de soucis à son sujet. Un nouvel effort de concentration lui plissa le front. Il essaya de sonder les pensées de sa maman. Mais c'était difficile parce qu'elle n'était pas dans la même pièce que lui. Enfin, il y parvint. Maman pensait à sa sœur, celle qui était morte. Sa maman pensait que c'était pour ça que sa mère était devenue une garce chipie. Parce que sa fille était morte. Toute petite, elle avait été renversée par une voiture. Oh mon Dieu, je ne pourrais jamais rien supporter de pareil. Pas comme Hélène. Mais que faire s'il est vraiment malade? Le cancer, une méningite, la leucémie, une tumeur cérébrale, comme le fils de John Gunter, la dystrophie musculaire, ô Seigneur, les enfants de son âge deviennent souvent leucémiques, les rayons X, la chimiothérapie. Comment payer tout ça? Mais après tout, ils ne peuvent pas vous laisser crever dans la rue. D'ailleurs, il n'a rien, tu as tort de te mettre dans des états pareils. Danny, au sujet d'Hélène et Danny, cette voiture, Danny. Tony ne vint pas, mais sa voix était là. Une voix lointaine que Danny se mit à suivre. Il s'enfonça progressivement dans le noir, puis tout à coup tomba dans un gouffre mystérieux qui s'était ouvert entre les mocassins ballants de M. Bean. Dans sa chute, il entendit des coups retentissants, un tintement de cloche d'église. Il aperçut au passage une baignoire où flottait dans la pénombre quelque chose d'horrible. Une pendule sous un dôme en verre. Au fond du gouffre, un faisceau de lumière, festonné de toiles d'araignée, perçait faiblement les ténèbres, révélant un dallage de pierre froid et humide. Un bruit tout proche lui parvenait, régulier, rassurant, comme le renflement engourdissant d'une machine. Voilà ce que papa va oublier, pensa Danny, dans une demi-torpeur. Dès que ses yeux se furent accoutumés à la pénombre, il distingua devant la silhouette de Tony qui regardait quelque chose qu'il s'efforça de voir lui aussi. Ton papa, est-ce que tu vois ton papa? Bien sûr qu'il le voyait. Comment ne pas le voir? Même dans la faible lueur de ce sous-sol. Agenouillé à terre, papa promenait le faisceau lumineux de sa torche sur de vieilles boîtes en carton et de vieilles caisses en bois, pleines de journaux, de livres, de bouts de papier griffonnés qui ressemblaient à des factures.
Après avoir examiné tous ses papiers avec le plus vif intérêt, papa se leva et braqua sa torche vers l'autre côté de la pièce. Là, il découvrit un grand livre dont les pages reliées par un fil d'or étaient prises dans une couverture de cuir blanc. Danny eut soudain envie de mettre son père en garde, de lui crier qu'il ne devait pas toucher à ce livre, qu'il y avait des livres qu'il valait mieux ne jamais ouvrir. Mais son papa, enjambant les caisses, se dirigeait déjà vers lui. Danny avait fini par comprendre que la machine dont il entendait le ronflement était la chaudière de l'Overlook, celle-là même que son père allait vérifier 3 ou 4 fois par jour. D'inquiétants hoquets avaient commencé à ponctuer son ronronnement régulier. S'amplifiant, ils se transformèrent en un bruit de coups. L'odeur de moisi et de papier pourrissant devint peu à peu celle du genièvre qui flottait autour de son papa quand il faisait le vilain. Et son père venait de tendre sa main vers le livre qu'il avait saisi. La voix de Tony jaillit des ténèbres. Ce lieu maudit enfante des monstres. Il répétait sans cesse cette phrase incompréhensible. Enfante des monstres. Danny tombait de nouveau dans le gouffre. Les hoquets de la chaudière étaient devenus des coups de maillet. En s'abattant contre les murs tapissés de soie, il faisait s'envoler des nuages de poussière de plâtre. Se sentant perdu, Danny s'accroupit sur une moquette à fond bleu et au motif noir. « Sors de là, ce lieu maudit, viens recevoir ta raclée !» Un cri d'horreur résonna dans sa tête et il se hissa hors du gouffre. Sentant les mains qui l'agrippaient, il craignit un instant que ce fût le prédateur de l'Overlook et il commençait à se débattre quand la voix du docteur Edmonds le réveilla. « Ce n'est rien, Danny, calme-toi, tout va bien !» Danny reconnut le médecin, puis le bureau dans lequel il était entré avec lui. Il fut alors pris d'une violente crise de tremblement que le docteur Edmonds s'efforça de calmer en tenant Danny contre lui. Quand il eut cessé de trembler, Edmonds lui demanda « Tu as dit quelque chose à propos de monstres, Danny. Qu'est-ce que c'était ?»« Ce lieu maudit, répéta Danny d'une voix rauque. Tony m'a dit « ce lieu maudit, enfante, enfante. » Il secoua la tête. « Je n'arrive pas à me rappeler la suite. Essaye. Je ne peux pas. Est-ce que Tony est venu ? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a montré ? Il faisait noir. J'ai entendu un bruit de coups. Je ne me souviens pas. Où vous trouviez-vous ? Laissez-moi tranquille. Je ne me souviens pas. Laissez-moi tranquille. À bout de force, Danny éclata en sanglots. Edmonds alla au distributeur d'eau et remplit un gobelet en papier. Danny le vida d'un trait et Edmonds alla le remplir de nouveau. Ça va mieux ? Oui. Danny, je ne veux pas te tourmenter. Je veux dire, t'embêter. Mais est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé avant que Tony ne vienne ? Maman... Danny réfléchit. Maman se faisait du souci pour moi. Toutes les mères sont comme ça, mon vieux. Elle pensait à sa sœur qui est morte quand elle était encore petite, sa sœur Hélène. C'est en se rappelant qu'Hélène avait été tuée par une voiture que maman s'est mise à se faire du souci pour moi. Voilà tout ce dont je me souviens. Edmonds l'observait attentivement. C'est à cette sœur qu'elle pensait tout à l'heure, dans la salle d'attente à côté ? Oui, monsieur. Danny, comment le sais-tu ? Je ne sais pas, dit Danny épuisé. Je suppose que c'est le don. Le quoi ? Danny secoua la tête lentement. Je n'en peux plus. Je voudrais aller trouver mon papa et ma maman. Je ne veux plus répondre à vos questions. Je suis fatiguée et j'ai mal au cœur. Tu as envie de vomir ? Non, monsieur. Je veux seulement voir mon papa et ma maman. Ok, Dan. Et Edmond se mit debout. Tu vas les voir 1 minute et puis tu me les envoies. J'ai à leur parler, d'accord ? Oui, monsieur. Tu pourras feuilleter des livres là-bas. Tu aimes les livres, n'est-ce pas ? Oui, monsieur, dit Danny docilement. Tu es un brave garçon, Danny. Danny lui sourit du bout des lèvres. Je ne lui trouve rien d'anormal, dit le docteur Edmond Sauterens. Du moins, pas physiquement. Du point de vue intellectuel, il est intelligent et un peu trop imaginatif. Ça arrive. L'imagination est un événement trop grand pour les enfants, que les enfants mettent longtemps à remplir. Celle de Danny est encore beaucoup trop grande pour lui. Est-ce que vous lui avez fait subir un test d'intelligence ? Je ne crois pas à ces tests, dit Jack. Tout ce qu'ils font, c'est imposer aux parents et aux professeurs un tas d'idées préconçues sur la capacité des enfants. Le docteur Edmonds hocha la tête en signe d'approbation. C'est possible. N'empêche que si vous lui faisiez subir un test d'intelligence, je suis persuadé qu'il crèverait le plafond de son âge. Son aptitude verbale est tout à fait remarquable pour un enfant de 5 ans et demi. Nous ne lui parlons jamais comme on parle à un enfant, dit Jack, avec une pointe de fierté. Je pense que vous n'avez jamais eu besoin de le faire. Tripotant son stylo, Edmond hésita. À ma demande, il est rentré en transe ici devant moi. Ça ressemblait tout à fait à votre description de ce qui s'est passé dans la salle de bain hier soir. Tous ses muscles se sont décontractés, son corps s'est affaissé et ses yeux sont devenus exorbités. C'était un cas clinique d'auto-hypnose.
J'en étais stupéfait. Je le suis encore. Les Torrens se dressèrent sur leur siège. Que s'est-il passé demanda anxieusement Wendy. Edmonds leur fit le récit de la crise de Danny. Sa transe, les quelques mots qu'il avait marmonnés, monstre, noir, coup, et qu'Edmonds avait pu saisir au vol. Et enfin, sa réaction de larmes, d'hystérie et de nausée. C'est encore Tony, dit Jack. Pourquoi ces crises questionna Wendy. Est-ce que vous avez une idée? J'en ai plusieurs, mais je ne suis pas sûre qu'elles vous plairont. Allez-y quand même, dit Jack. D'après ce que j'ai compris, son camarade imaginaire a été un véritable ami tant que vous êtes resté en Nouvelle-Angleterre. Mais depuis que vous êtes venu ici, Tony est devenu un personnage inquiétant. Les charmantes idylles, autrefois, se sont transformées en cauchemars tellement effrayants que votre fils n'arrive pas à s'en souvenir. C'est un phénomène courant. Nous nous rappelons plus volontiers les bons rêves que les mauvais. Vous croyez que notre départ de la Nouvelle-Angleterre l'a tellement bouleversé demanda Wendy. C'est possible. Surtout si ce changement a eu dans des circonstances... 1, 3, 4. C'est possible. Surtout si ce changement a eu lieu dans des circonstances traumatisantes, dit Edmonds. Est-ce que c'est le cas? Wendy et Jack se regardèrent. J'étais professeur dans un collège privé, dit Jack lentement, et j'ai été renvoyé. Je vois, dit Edmonds. Il remit sur son support le stylo qu'il tripotait. Mais ce n'est pas tout, malheureusement. Et ce que j'ai à vous dire risque de vous blesser. Votre fils semble croire que vous avez sérieusement songé au divorce tous les deux. Il en a parlé avec un certain détachement. Il est persuadé que vous n'y pensez plus. Jack resta bouche bée, et Wendy eut un mouvement de recul comme si on l'avait giflé. Nous n'en avons jamais parlé, dit-elle, tremblante d'émotion. Ni devant lui, ni même entre nous. Je pense qu'il vaut mieux vous dire la vérité, docteur, interrompit Jack. Peu après la naissance de Danny, je suis devenu alcoolique. Déjà à l'université, j'avais un penchant pour la boisson, qui s'est atténué lorsque j'ai rencontré Wendy. Mais après la naissance de Danny, le problème s'est aggravé, compromettant même mon travail littéraire que je considère comme ma véritable vocation. Un jour, Danny, qui avait 3 ans et demi à l'époque, a renversé de la bière sur le manuscrit d'une pièce de théâtre que j'étais en train de reprendre. Et... bref, j'ai... Eh bien... Oh merde. Sa voix se brisa, mais ses yeux restèrent secs et impassibles. Quand on le raconte, ça paraît si brutal. Bref, en le retournant pour lui administrer une fessée, je lui ai cassé le bras. 3 mois plus tard, j'ai renoncé à l'alcool, et je n'y ai plus touché depuis. Je vois, dit Edmond sur un ton neutre. Je savais naturellement qu'il avait eu un bras cassé. La réduction a d'ailleurs été bien faite. Il se poussa un peu en arrière et croisa les jambes. Si vous permettez que je vous parle franchement, je n'ai constaté à l'examen aucun signe de mauvais traitement, à part les piqûres. Il ne présente que les bleus et les cicatrices communs à tous les gosses. Évidemment, dit Wendy indignée. Jack ne voulait pas dire que... Jack interrompit. Non, Wendy. Ça ne pouvait pas être un accident. Je devais savoir inconsciemment ce que je faisais. Je souhaitais peut-être quelque chose d'encore pire. Il regarda les monstres de nouveau. Je voudrais que vous sachiez, docteur, que c'est la première fois que nous prononçons le mot divorce entre nous. Et nous n'avons jamais évoqué ni mon alcoolisme, ni ma brutalité vis-à-vis de Danny. Ça fait donc trois premières en 5 minutes. Justement, c'est peut-être là que le bas blesse, dit Edmonds. Je ne suis pas psychiatre, et si vous désirez en consulter un pour Danny, je peux recommander celui du centre médical de Mission Ridge, à Boulder. Mais je suis à peu près sûr de mon diagnostic. Danny est un garçon intelligent, imaginatif et perspicace. Je ne pense pas qu'il aurait été bouleversé par vos problèmes conjugaux que vous semblez le croire. Les enfants savent se montrer très philosophes. Ils ne comprennent ni la honte ni le besoin de dissimuler. Jack a observé ses mains et Wendy en prit une pour la serrer. Mais il sentait très bien ce qui clochait. Et, de son point de vue à lui, le principal n'était pas le bras cassé, mais le lien cassé, ou en train de se casser entre vous deux. Il m'a parlé du divorce, mais non du bras cassé. Quand mon infirmière a fait allusion à cet accident, il s'est contenté de hausser les épaules. Ce n'était pas un point sensible. Il a dit quelque chose comme « c'est arrivé il y a longtemps ». Quel gosse, marmonna Jack, les mâchoires serrées, le visage tendu. Nous ne méritons pas de l'avoir. N'empêche que vous l'avez, dit Edmond sèchement. Et c'est un enfant qui aime à se retirer dans un monde de rêves. Ça n'a rien d'extraordinaire en soi. C'est le cas de beaucoup d'enfants. Si j'ai bon souvenir, à l'âge de Danny, j'avais moi aussi un ami imaginaire. C'était un coq qui parlait et que j'appelais Coco. Évidemment, j'étais seule à pouvoir le voir. J'avais 2 frères plus âgés qui n'appréciaient pas toujours ma compagnie. À ces moments-là, Coco m'était drôlement utile. Je pense que vous avez compris pourquoi l'ami imaginaire de Danny s'appelle Tony au lieu de s'appeler Mike, Al ou Dutch. Bien sûr, dit Wendy. Est-ce que vous le lui avez fait remarquer? Non, Jack. Non, dit Jack. Faut-il le faire? À quoi bon?
Laissez-le découvrir cela par lui-même quand il le voudra. Voyez-vous, l'imagination créative de Danny a fait de Tony un ami invisible exceptionnellement intéressant. Ce que Tony apprend à Danny est souvent utile ou agréable, parfois même étonnant. Naturellement, Danny en est venu à attendre ses visites avec la plus grande impatience. Tantôt, Tony lui montre où se trouve la malle perdue de papa, sous l'escalier. Tantôt, il lui apprend que papa et maman vont l'emmener au parc d'attractions pour son anniversaire. Hagrid Barrington, s'exclama Wendy. Mais comment a-t-il pu le savoir? Quelquefois, ce qu'il raconte me fait peur. C'est comme si... Comme s'il avait le don de seconde vue? Interrogea Edmond, souriant. Vous savez qu'il avait une coiffe à la naissance, dit Wendy, d'une voix presque inaudible. Le sourire d'Edmond se transforma en un gros rire franc. Jack et Wendy échangèrent un regard, et sourirent eux aussi, étonnés de découvrir qu'ils pouvaient se parler à cœur ouvert des pressentiments de Danny. C'était encore un de ces sujets qu'ils n'avaient pas souvent abordés ensemble. Bientôt, vous allez me souvenir qu'il se soulève par lévitation, dit Edmond, toujours souriant. Non, soyons sérieux. Ce n'est pas la perception extrasensorielle qui est à l'origine de ces phénomènes. C'est tout simplement notre bonne vieille perception humaine que Danny possède au plus haut point. Monsieur Torrance, Danny savait que votre malle se trouvait sous l'escalier de la cave parce que vous aviez sans doute regardé partout ailleurs. Il arrive à cette conclusion par voie d'élimination, tout bêtement. Quant au parc d'attractions de Great Barrington, qui a eu le premier l'idée d'y aller? Vous ou lui? Lui, naturellement, dit Wendy. Il y avait des spots publicitaires tous les matins dans les émissions enfantines. Il avait une folle envie d'y aller. Malheureusement, nous n'avions pas les moyens de l'y emmener, et nous le lui avions dit. Puis une revue masculine, à qui j'avais vendu une nouvelle en 1971, m'a envoyé un chèque de 50 $, dit Jack. Ils allaient réimprimer la nouvelle dans un recueil annuel. Nous avons décidé de dépenser cet argent pour Danny. Edmond haussa les épaules. Il a pris ses désirs pour des réalités, et la chance a fait le reste. Nom d'une pipe. Je parie que c'est exactement comme ça que ça s'est passé, dit Jack. Edmond eut un petit sourire satisfait. Danny reconnaît lui-même que toutes les prévisions de Tony ne se réalisent pas. Celles qui n'ont pas de suite étaient fondées sur une perception erronée des choses, c'est tout. Danny fait inconsciemment ce que tous les soi-disant mystiques et voyants font consciemment ou cyniquement. Je l'admire pour ça. Si la vie ne le force pas à rentrer ses antennes, il deviendra un homme remarquable. Wendy approuva de la tête. Elle était d'accord, évidemment, pour penser que Danny allait devenir un homme remarquable. Mais l'explication du docteur lui parut trop facile. Ce n'était qu'un ersatz d'analyse, de la margarine essayant de passer pour du beurre. Edmond n'avait pas vécu avec eux. Il n'était pas là quand Danny avait retrouvé des boutons égarés, ni quand il avait déniché le guide de la télé sous le canapé. Il n'avait pas vu Danny, par une belle matinée ensoleillée, insistant pour chausser ses caoutchoucs avant de partir à la maternelle et rentrant l'après-midi sous une pluie battante, abrité sous le parapluie de Wendy. À haute voix, elle demanda « Alors pourquoi ces cauchemars maintenant? Pourquoi Tony lui a-t-il dit de fermer la porte à clé de la salle de bain? » Je crois que c'est précisément parce que Tony n'a plus de raison d'être, dit Edmonds. Il est né, je parle de Tony, à un moment où votre mariage se trouvait menacé. Votre mari buvait, il y avait eu l'incident du bras cassé, et un mutisme inquiétant s'était installé entre vous. Le mutisme inquiétant, oui, c'était bien l'expression qui convenait. Les repas sinistres ou les « tu me passes le beurre s'il te plaît », les « Danny finis tes carottes » ou encore les « est-ce que je peux me lever de table s'il vous plaît » tenaient lieu de conversation. Les soirées où Jack sortait et qu'elle se couchait, les yeux secs sur le canapé tandis que Danny regardait la télé, les matins où Jack et elle rôdaient l'un autour de l'autre comme deux matous furieux, se disputant une petite souris terrifiée et toute tremblante, tout cela n'était que trop vrai. Edmond se reprit. Mais les choses ont bien changé. Comme vous le savez, les enfants ont assez fréquemment un comportement schizophrène. C'est une chose admise et les adultes semblent trouver tout normal que les enfants se conduisent comme des fous. Ils ont des amis imaginaires. Quand ils sont déprimés, ils vont s'asseoir dans un placard. Ils se retirent du monde. Ils s'amouragent d'une couverture ou d'un ours en peluche. Ils se sucent le pouce. Qu'un adulte s'avise de voir ce que personne d'autre ne voit, il se retrouve à l'asile. Par contre, l'enfant qui prétend avoir vu un ogre dans son placard ou un vampire à sa fenêtre suscite notre condescendance souriante. Il y a un vieux dicton qui essaye de rassurer les adultes. Ça lui passera avec l'âge, compléta Jack. Edmond sourcilla. J'allais le dire, dit-il. Oui, j'ai l'impression que Danny était bien parti pour faire une véritable psychose. Tous les ingrédients y étaient. Milieu familial compromis, imagination débordante, ami imaginaire, si réel pour lui qu'il finit par le devenir pour vous. Au lieu de passer avec l'âge, sa schizophrénie enfantine aurait pu croître et embellir. Mais à présent, les conditions sont radicalement différentes. Monsieur Torrance ne boit plus,
vous vous trouvez dans une nouvelle situation qui vous force à resserrer les liens familiaux, ils sont certainement plus étroits que les miens actuellement, puisque ma femme et mes enfants ne me voient que 2 ou 3 heures par jour. À mon avis, Danny se trouve dans des circonstances idéales pour guérir. Et je pense que le fait qu'il distingue si bien le monde de Tony du monde réel en dit long sur sa santé mentale. Il m'a dit que vous ne songiez plus au divorce, et je crois qu'il a raison, n'est-ce pas? Oui, répondit Wendy, à qui Jack pressait la main si fort qu'il faillit l'écraser. Wendy pressa la sienne à son tour. Edmond s'approuva avec un hochement de tête. Il n'a plus besoin de Tony, et il est en train de l'éliminer de son organisme. Tony ne lui apporte plus de visions agréables, mais des cauchemars tellement affreux qu'il ne veut même pas s'en souvenir. Pendant une période difficile de sa vie, il s'est laissé totalement envahir par Tony, et Tony ne va pas se laisser évincer facilement. Mais il n'en a plus pour longtemps. Votre fils est comme un petit drogué qui se désintoxique. Il se leva, et les Torrens s'en firent autant. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas psychiatre. S'il fait encore des cauchemars, monsieur Torrens, je vous conseille fortement de l'emmener chez mon confrère à Boulder, au printemps, quand votre contrat à Overlook prendra fin. Entendu. Allons lui dire maintenant qu'il peut rentrer chez lui, dit Edmonds. Je tiens à vous remercier, lui dit Jack d'un air malheureux. Je me sens plus rassuré que je ne l'ai été depuis longtemps. Moi aussi, dit Wendy. À la porte, Edmonds hésita, puis se tourna vers Wendy. Avez-vous une sœur, madame Torrens? Une sœur qui s'appelait Hélène? Wendy la regarda surprise. Oui, bien sûr. Elle est morte à l'âge de 6 ans, tuée par un camion de livraison, devant notre maison, à Somersworld, dans le New Hampshire. J'avais 10 ans à l'époque. Est-ce que Danny est au courant? Je l'ignore, mais je ne le crois pas. Il prétend que vous y pensiez tout à l'heure dans la salle d'attente. C'est vrai, dit Wendy lentement. Pour la première fois depuis... Oh, depuis une éternité. Est-ce que le mot trop mal vous dit quelque chose? Wendy secoua la tête, mais Jack dit. Il en a parlé hier soir, juste avant de s'endormir. Trop mal. Non, trop mal, corrigea Edmonds. Il a bien précisé que c'était en un seul mot. Ça ressemble à trauma. Oh, dit Jack. Comme tout s'explique, n'est-ce pas, docteur? Il tira son mouchoir de sa poche arrière et s'en essuya les lèvres. Et savez-vous ce qu'il entend par le don? Cette fois-ci, ils secouèrent la tête tous les deux. C'est probablement sans ignorance, dit Edmonds, en ouvrant la porte de la salle d'attente. Y a-t-il un certain Danny Torrens qui veut rentrer chez lui? Salut papa, salut maman. Danny se leva de derrière la petite table où il tournait lentement les pages des Secrets de la nature, en ânonnant tous les mots qu'il connaissait. Il courut à Jack, qui le prit dans ses bras. Wendy lui ébouriffa les cheveux. Edmonds lui lança un regard perçant. Si tu n'aimes pas ton papa et ta maman, tu peux rester avec ton bon vieux Bill. Non, monsieur, s'écria Danny avec conviction. Ivre de joie, il mit un bras autour du cou de Jack et l'autre autour du cou de Wendy. D'accord, dit Edmonds souriant. Il regarda Wendy. Appelez-moi s'il y a quoi que ce soit. Bien sûr. Je ne crois pas que ce sera nécessaire. Fin du chapitre. Alors, je pense que ça peut être important de le dire. Par rapport au mot trop mal, c'est pas évident. Parce que là, on est dans une traduction. Je pense que c'est plus simple. Je pense qu'il faudrait regarder l'œuvre originale. Puisque là, quand je fais la distinction entre trop mal, donc qui est écrit Tromal en majuscule, et quand on dit avoir trop mal, donc qui est en 2 mots, à l'oral, c'est pas perceptible. Et même là, quand on entend la ligne de dialogue, quand on lit le dialogue entre le médecin et Jack, c'est pas, ça tombe pas sous le sens. Donc il faudrait voir ce que ça donne en réalité sur la version originale. Je regarderai peut-être pour la prochaine fois si je peux. Après, je vous garantis pas que je vais le lire parce que sincèrement, je suis vraiment nulle en anglais et je pense que pour ceux qui m'écoutent depuis le début de la lecture de Shining, vous l'aurez compris et certains doivent certainement bien se marrer parce que je suis vraiment vraiment nulle en anglais. Donc, mais je jetterai un œil pour savoir ce que ça donne en original. Donc, je bois juste un coup et on passe au chapitre suivant. Hop, on est reparti. Alors, je vous fais quand même une petite photo, je vous la posterai sur Instagram, parce que je lis dans une position totalement incroyable. Enfin, disons que vous n'êtes pas les seuls à m'écouter lire.
Salut Galdra, merci pour ton raid et bienvenue au nouveau. Du coup, vous tombez bien en plus puisque je suis à une fin de chapitre. Donc, si vous arrivez un peu nulle part, je suis Kipouille. Apparemment, le trop mal, c'est la version française de Redrum. Ouais, c'est ça, c'est ça, Nox. Mais il faudrait voir comment c'est tourné cette ligne de dialogue en fait dans la version originale. Parce que là, du coup, ça n'a pas trop de sens. Mais oui, je sais que c'est Redrum. Enfin, tu me le rappelles, mais voilà, je le savais. Mais il faudrait que je regarde comment ça donne dans la version originale. Parce que du coup, là, ça fait un peu bizarre. Mais voilà. Du coup, bienvenue au nouveau. Donc, si vous me connaissez pas, moi c'est Kipouille. Et donc là, on est en pleine lecture de Shining. Si donc vous arrivez un peu en plein milieu, je vais commencer la lecture du chapitre 18. Donc, si jamais vous voulez, n'hésitez pas à regarder les replays. Voilà, voilà. Et sinon, eh ben, on est reparti. On passe au chapitre 18, l'album. C'était le 1er novembre. Malgré l'époque tardive, le beau temps persistait et ils étaient tous les trois bronzés par le soleil. Wendy et Danny, partis se promener, avaient pris la vieille route défoncée derrière le cours de roc qui montait jusqu'à la scierie abandonnée 3 kilomètres plus haut. C'est pendant leur absence que Jack découvrit l'album. Descendu au sous-sol pour réduire la pression de la chaudière, il avait subitement eu envie d'aller jeter un coup d'œil sur les vieux papiers. Ce serait en même temps l'occasion de repérer les meilleurs endroits pour poser ses pièges à rats, même s'il n'avait pas l'intention de le faire avant un mois. Je veux d'abord être sûr qu'ils sont tous rentrés de vacances, avait-il dit à Wendy. Il alla prendre la torche électrique sur l'étagère à côté du schéma de la plomberie et dépassant la cage de l'ascenseur, s'enfonça dans l'obscurité. Tout en sifflant entre ses dents un air monocorde, il promenait autour de lui le faisceau lumineux. Des montagnes de papier véritables chaînes des Andes, en miniature, surgissaient de l'ombre, des dizaines de boîtes, et des cartons bourrés de papier ramollis par l'humidité, jaunis par le temps. Certaines boîtes avaient crevé, répandant sur le dallage leurs feuilles fanées. Dans d'autres, on apercevait ce qui ressemblait à des registres et des liasses de factures maintenues par des élastiques. La torche à la main, Jacques passait entre les piles de cartons, cherchant les traces de rats. Mais il ne trouva que quelques crottes desséchées et des nids faits de lambeaux de papier soigneusement déchirés et visiblement abandonnés depuis longtemps. Jack tira un journal d'une des liasses et jeta un coup d'œil sur la manchette. Johnson promet une transition harmonieuse et affirme que l'œuvre de JFK sera poursuivie pendant l'année à venir. Le journal s'intitulait le Rocky Mountain News et il datait du 19 décembre 1963. Jack le remit sur la pile. Il se disait que n'importe qui aurait éprouvé la même fascination que lui pour ces vieux journaux dont les nouvelles s'étaient déjà transformées en histoire. Il y avait des lacunes dans ces archives, de 1937 à 1945, puis de 1957 à 1960, et encore de 1962 à 1963. Ça aurait dû être les années où l'hôtel était resté fermé, pensa-t-il. La version Kuhlman lui avait donné des difficultés de l'Overlook lui avait toujours paru suspecte. Rien que son emplacement extraordinaire aurait dû, à son avis, lui assurer une réussite continue. Le beau monde avait toujours eu ses lieux de prédilection, et l'Overlook aurait pu, de toute évidence, occuper une place de choix dans ses migrations saisonnières. Même le nom Overlook avait la consonance voulue. L'itinéraire idéal devait comprendre le Waldorf en mai, le Bar Harbor House en juin-juillet, l'Overlook en août et début septembre, et à l'automne les Bermudes, la Havane ou Rio. Les vieux registres de réception qu'ils avaient découverts confirmaient ces théories. Nelson Rockefeller en 1950, Henry Ford et famille en 1927, Jean Harlow, Clark Gable et Carole Lombard en 1930. En 1956, Daryl F. Zanuck et sa suite avaient loué tout le 3e étage pour une semaine. Oui, pour que l'Overlook fasse de mauvaises affaires, il fallait vraiment le gérer en dépit de bon sens. L'histoire était là, sans aucun doute, et pas seulement dans les gros titres des journaux. Elle se cachait entre les lignes de ses registres, de ses livres de comptes, de ses factures. Stimulé par ces découvertes, il se promenait lentement parmi les monceaux de papier. Avec une agilité d'esprit prodigieuse, il dégageait les lignes maîtresses de cette histoire, dont aucun détail ne semblait échapper à son pouvoir d'analyse. Il y avait des années qu'il n'avait pas connu une exaltation pareille. Et il se sentit tout à coup capable d'écrire ce livre, auquel il avait songé sans trop y croire. Et c'était ici, enterré sous ces amas de papier, qu'il en trouverait le sujet.
Sous la lumière tamisée par les toiles d'araignée, il se redressa, tira son mouchoir de sa poche arrière et s'en essuya les lèvres d'un geste machinal. Ce fut alors qu'il aperçut l'album. Il était là, à sa gauche, perché en équilibre instable au sommet d'une tour de pise de vieux carton qui menaçait ruine depuis des années. Ses pages étaient serrées entre deux feuilles de carton, revêtues de cuir blanc, et reliées par un cordonnet d'or dont les nœuds chatoyants brillaient dans la pénombre. Piqué par la curiosité, il alla le prendre. Une épaisse couche de poussière s'était déposée sur la couverture, et le soulevant à hauteur de ses lèvres, il souffla dessus pour la faire envoler. Quand il ouvrit l'album, une carte s'en échappa, et il rattrapa au vol. Elle portait gravée sur le beau Bristol une vue de l'hôtel, toute fenêtre illuminée. Il avait l'impression d'être invité à pénétrer dans l'Overlook d'il y a 30 ans. M. H. Derwent a l'honneur de vous inviter à assister au bal masqué donné pour célébrer l'ouverture de l'Overlook. Le dîner sera servi à 20 h. À minuit, on ôtera les masques et le bal commencera. Le 29 août, RSVP. Le dîner sera servi à 20 h. À minuit, on ôtera les masques et le bal commencera. Il imaginait les hommes les plus riches d'Amérique avec leurs femmes, tous réunis dans la salle à manger. Il voyait leurs smokings et leurs chemises amidonnées, éclatant de blancheur, les escarpins étincelants à talons aiguilles. Il entendait la musique de l'orchestre, le tintement des verres, les détonations joyeuses des bouchons de champagne. La guerre était finie, ou presque, et un avenir glorieux et paisible s'étendait devant eux. L'Amérique était devenue la plus grande puissance du monde, et en avait pris conscience et accepté le rôle. Pas plus tard dans la soirée, c'était Derwent lui-même qui avait crié « Enlevez vos masques, enlevez vos masques !» Et les masques étaient tombés, et la mort rouge les tenait à son pouvoir. Soudain déconcerté, il se demandait d'où sortait cette citation. Ah oui, elle était de Poe, ce prince des écrivassiers. Mais pourquoi avait-elle surgi de son esprit au moment où il regardait cette carte d'invitation avec la gravure d'un Overlook si fastueux? Quel rapport pouvait-il y avoir entre cet élégant palace et le monde ténébreux d'Edgar Allan Poe? Il remit l'invitation à sa place et tourna la page. Il trouva là une coupure d'un journal de Denver avec griffonné au-dessous, la date du 15 mai 1947. Une station de montagne huppée fête sa réouverture. Des invités de marque. Derwent proclame l'Overlook le nec plus ultra des palaces, par David Felton, notre envoyé spécial. L'auteur Overlook a plusieurs fois fêté sa réouverture depuis les 38 années de son existence, mais rarement avec autant de panache. Que cette fois-ci, sous les auspices d'Horace Derwent, le mystérieux milliardaire californien, qui en est le nouveau propriétaire. Derwent, qui ne cache pas avoir investi plus d'1 million de dollars dans cette opération, et certains prétendent que le chiffre exact approcherait plutôt les 3 millions, dit que le nouvel Overlook sera le nec plus ultra des palaces, le genre d'hôtel dont on se rappellera 30 ans après la nuit qu'on y a passé. Interrogé sur la possibilité que l'achat et la remise à neuf de l'Overlook signalent le début d'une campagne en faveur de la légalisation du jeu dans l'état du Colorado, Derwent, gros bonnet des industries aéronautiques et maritimes, amateur, producteur de cinéma et d'après la rumeur publique propriétaire de nombreux casinos à Las Vegas, a opposé un démenti, déclarant que l'introduction du jeu à l'Overlook ne ferait qu'en rabaisser le standing. Un sourire rêveur aux lèvres, Jack continua de feuilleter et tomba sur une page de publicité, parue dans la section touristique de l'hôtel dominical du New York Times. À la page suivante, il y avait un reportage sur Derwent lui-même, avec une vieille photo de lui, fanée par l'âge, mais où ses yeux de rapace brillaient toujours avec un même éclat féroce. À moitié chauve, portant des verres sans monture, sa fine moustache en trait de crayon n'arrivait pas à le faire ressembler à Errol Flynn. Il avait le faciès d'un comptable, et sa seule singularité était son regard. Jack parcourut l'article à toute allure. Un reportage paru dans le Newsweek, 1 an auparavant, l'avait déjà familiarisé avec les grandes lignes de la vie de Derwent. Né sans le sou à Saint-Paul, il n'avait jamais terminé ses études secondaires et s'était engagé dans la marine, où il avait obtenu rapidement où il avait obtenu rapidement de l'avancement. C'est de cette époque-là que datait sa première invention, un nouveau type d'hélice. Mais un nouveau conflit éclata entre lui et ses employeurs à propos du brevet d'invention, et il donna sa démission. Dans l'épreuve de force qui suivit, opposant la marine d'un 1, 2, 3, 4. Je vais y arriver. C'est la fin, là. C'est la fin de la soirée, je commence à bafouiller.
Dans l'épreuve de force qui suivit, opposant à la marine un jeune inconnu du nom d'Horace Derwent, l'oncle Sam, comme il fallait s'y attendre, sortit vainqueur. Mais par la suite, les nouveaux brevets de Derwent lui filèrent tous sous le nez. À la fin des années 20 et au début des années 30, Derwent s'orienta vers l'aéronautique. Il racheta une petite compagnie en faillite qui s'était spécialisée dans l'épandage des insecticides, la reconvertit en service postal aérien et la fit prospérer. D'autres brevets suivirent. Un nouveau modèle d'aile pour les avions monoplans, un porte-bombe qui, incorporé par la suite aux forteresses volantes, allait servir à faire pleuvoir le feu sur Hambourg, Dresde et Berlin, une mitrailleuse à système de refroidissement à alcool et un siège éjectable, prototype de ceux qu'on utilisa plus tard sur les avions à réaction. Et toujours le comptable qui doublait l'inventeur faisait fructifier les bénéfices. Il racheta quelques usines de munitions dans les États-Unis, dans les États de New York et du New Jersey, 5 fabriques de textiles en Nouvelle-Angleterre et des usines de produits chimiques dans le sud encore ruinées. Ces compagnies qu'il avait acquises pour une bouchée de pain et qui étaient invendables, sinon à perte, constituaient à la fin de la dépression toute sa fortune, et Derwent aimait dire à l'époque que même s'il vendait tout ce qu'il possédait, il arriverait tout juste à se payer une Chevrolet d'occasion. Le bruit avait couru, Jack s'en souvint, que Derwent n'était pas toujours très regardant quant aux moyens utilisés pour se maintenir à flot. Il aurait été mêlé au commerce clandestin, de l'alcool et à la prostitution dans certains États du centre, à la contrebande le long de la côte sud, et à l'établissement des maisons de jeux dans l'ouest. Sa plus célèbre opération financière restait sans doute l'achat de Top Mark Studios, une compagnie de cinéma alors en pleine déroute. Il avait mis à sa tête un certain Henry Finkel, homme d'affaires futé et obsédé sexuel de surcroît, qui pendant les 2 années qui précédaient l'attaque de Pearl Harbor, jeta sur le marché une 60aine de films, dont 55 en prenaient à leur aise avec les règles puribondes de la censure. Si les 5 autres n'en faisaient pas autant, c'est qu'il s'agissait de films éducatifs, commandés par le gouvernement. Les films commerciaux avaient connu un grand succès, dont le plus célèbre d'entre eux, l'héroïne, grâce à un nouveau modèle de soutien-gorge sans bretelles, avait pu, dans la grande salle du bal, révéler tous ses charmes à la seule exception d'un grain de beauté sous le pli de sa fesse droite. On passa sous silence le nom du petit costumier qui était responsable de cette belle invention, et toute la gloire, ou plutôt la notoriété, revient à Derwent. C'est pendant la guerre qu'il était devenu riche et l'était resté. Il habitait Chicago où on le voyait rarement, sinon au conseil d'administration de Derwent Enterprises, qu'il menait de main de maître. On n'hésitait pas à le dire propriétaire non seulement d'United Airlines et de Las Vegas, où il détenait de notoriété publique la majorité des actions des 4 hôtels casinos et avait des intérêts dans au moins 6 autres. Mais même de Los Angeles, voire des USA tout entier. Réputé l'homme le plus riche du monde, il fréquentait indifféremment les princes, les présidents et les rois de la pègre. N'empêche qu'il avait été incapable de faire prospérer l'Overlook, songea Jack, qui posa un instant l'album pour tirer de la poche de sa chemise le petit cahier et le porte-mine qu'il gardait, et noter Enquête sur H. Derwent, bibliothèque de Side. L'air préoccupé et lointain, il remit le carnet dans sa poche et reprit l'album. Tout en tournant les pages, il n'arrêtait pas de s'essuyer la bouche. Une coupure du 1er février 1952 le fit sursauter. Derwent liquide ses investissements dans le Colorado. Le célèbre milliardaire révèle la vente de l'Overlook à une société californienne, par Rodney Coughlin, notre chroniqueur financier. Dans un bref communiqué, le siège central de Derwent Enterprises, à Chicago, a révélé que le milliardaire Horace Derwent vient de se défaire de tous ses investissements dans le Colorado. Cette importante transaction financière sera signée le 1er octobre 1954. En plus de ses actions dans le gaz naturel, le charbon et l'énergie hydraulique, Derwent avait à son nom une société immobilière qui a acheté ou pris une option sur 1 million d'hectares de terrain dans le Colorado. De tout cet empire financier, il n'y a guère que l'hôtel Overlook qui soit connu du grand public. Dans une de ses rares interviews, Derwent a annoncé hier que l'Overlook vient d'être vendu à une société anonyme dirigée par Charles Grondin, ancien directeur d'une association pour la mise en valeur des terres de la Californie. Bien que Derwent ait refusé de divulguer les termes du contrat, nous avons appris de sources sûres, il avait donc vendu l'antenne et tout le Bataclan. Certes, l'Overlook n'était pas seul concerné, mais tout de même, c'était bizarre. Le consortium californien n'avait tenu que 2 saisons, après quoi l'hôtel avait été vendu à une association de promoteurs qui s'intitulait Société pour le développement du Colorado.
Celle-ci avait fait faillite en 1957 au milieu d'accusations de corruption, de pots de vin et de détournement de fonds. Le président de l'association s'était tiré une balle dans la tête à la veille de sa comparution devant le juge d'instruction. Ensuite, l'hôtel était resté fermé pendant 5 ans. Pour cette période-là, il n'y avait qu'un seul article à son sujet. Un reportage dans une édition dominicale intitulée « L'ancien palace tombe en ruine ». Jack eut le cœur serré en regardant les photos qui illustraient l'article. La peinture écaillée du porche, le gazon brûlé qui retournait à l'état sauvage, les vitres cassées par les orages ou par les pierres. S'il arrivait un jour à écrire ce livre, il consacrerait un chapitre à cette période, le phénix qui renaît de ses cendres. Il se jura d'entretenir l'hôtel de son mieux. Il avait l'impression de comprendre pour la première fois la gravité de sa responsabilité vis-à-vis de l'Overlook. C'était un peu comme s'il remplissait une mission historique. Se frottant les lèvres, il tourna la page suivante. Arrivé au dernier tiers de l'album, il se demanda tout à coup à qui il pouvait bien appartenir, et pourquoi on l'avait laissé là, juché au sommet d'une pile de cartons qui pourrissait au sous-sol. Une nouvelle manchette, celle du 10 avril 1963. Un consortium de Las Vegas achète un célèbre hôtel du Colorado. L'Overlook, station de montagne de luxe, devient un club privé. Robert T. Leffing, porte-parole d'un groupe de promoteurs connu sous le nom de Mutuelle des stations de montagne, vient de conclure un accord concernant le célèbre palace, Overlook, perché dans les Rocheuses. Tout en refusant de donner les noms des sociétaires, Leffing a affirmé que l'hôtel allait devenir un club privé très sélect. Il a déclaré que la société qu'il représente espère intéresser à ce club les PDG des grands trusts américains et étrangers. L'article suivant, daté de 4 mois plus tard, n'était qu'un entrefilet. Les nouveaux gérants de l'Overlook avaient ouvert l'hôtel. Apparemment, le journal n'avait pas pu ou n'avait pas voulu apprendre les noms des principaux sociétaires, car le seul qui figura dans la notice était celui de la Mutuelle des stations de montagne. Avec un nom pareil, se dit Jack, c'est certainement la société la plus anonyme qui ait jamais connue, à part une chaîne de magasins de bicyclettes et d'électroménager en Nouvelle-Angleterre qui s'appelait Business Inc. Il ouvrit de grands yeux en lisant la coupure de la page suivante. Retour de Derwent dans le Colorado par la porte de service. Le PDG de la Mutuelle des stations de montagne n'est autre que Charles Grondin, par Rodney Coughlin, notre chroniqueur financier. L'Overlook, hôtel de renommée internationale situé dans les montagnes du Colorado et anciennement propriété du milliardaire Horace Derwent, est au cœur d'une affaire de gros sous, fort embrouillée qui commence à peine à faire surface. Le 10 avril de l'an dernier, une firme de Las Vegas avait racheté l'hôtel dans le but d'en faire un club privé à l'intention des PDG, des grands trusts américains et étrangers. Des sources dignes de foi prétendent que le directeur de cette association, qui s'appelle la Mutuelle des stations de montagne, est Charles Grondin, 53 ans, directeur de la société californienne Terrain à bâtir, jusqu'en 1959, date à laquelle il donna sa démission pour devenir vice-président du bureau central des entreprises de Derwent, à Chicago. Cette nouvelle a fait courir le bruit que la Mutuelle des stations de montagne n'est qu'un paravent, et qu'à travers Grondin, c'est Derwent lui-même qui est devenu propriétaire de l'Overlook pour la 2e fois, et dans des circonstances fort curieuses. Il nous a été impossible de joindre Grondin, qui en 1960 avait été traduit en justice pour fraude fiscale puis acquitté. Derwent, qui garde jalousement le secret sur ses affaires financières, a refusé tout commentaire. Hier, quand nous l'avons contacté au téléphone, un représentant de la législature de l'État, Dick Bowes, a réclamé que l'on fasse toute la lumière sur cette affaire. Cette coupure-là portait la date du 27 juillet 1964. La suivante était un article paru dans une édition dominicale de septembre de la même année et signé Josh Branigar, un journaliste redresseur de tort et grand ennemi de la corruption émule de Jack Anderson. Zone franche pour la mafia dans le Colorado par George Branigar. Le nouveau rendez-vous des rois de la pègre semble être l'Overlook, un grand hôtel perdu au cœur des Rocheuses. Ce palace, qui a dû changer de main une douzaine de fois depuis son ouverture en 1910, a toujours été un cadeau empoisonné pour les malheureux individus et sociétés qui ont essayé d'en tirer quelques profits. Aujourd'hui, on y a organisé, à l'abri de regards indiscrets, un club privé destiné ostensiblement à permettre aux hommes d'affaires de se détendre et de se divertir. On nous dit que les nouveaux sociétaires de l'hôtel sont dans les affaires. Mais lesquels? Voilà ce que nous cherchons à tirer au clair. Nous avons pu nous en faire une petite idée grâce à une liste de membres qui ont séjourné à l'hôtel pendant la semaine du 16 au 23 août. Cette liste, que nous publions ci-dessous, nous a été transmise par un ancien employé de la Mutuelle des stations de montagne, société qu'on avait d'abord prise pour un paravent des entreprises de Derwent, mais qui semble en effet appartenir
à certains gros bonnets de la... En fait, 1, 2, 3, 4, décidément, c'est compliqué. Cette liste, que nous publions ci-dessous, nous a été transmise par un ancien employé de la mutuelle des stations de montagne, société qu'on avait d'abord prise pour un paravent des entreprises Derwent, mais qui semble en fait appartenir à certains gros bonnets de Las Vegas, dont les relations avec la mafia ne sont plus approuvées. Il y en avait bien davantage, mais Jack se contenta de parcourir rapidement l'article sans cesser de s'essuyer les lèvres de sa main. Mon Dieu, quelle histoire! Ils avaient tous habité là, dans ces chambres vides, directement au-dessus de lui. Il y avait de quoi écrire tout un roman, mais quel roman! Fiévreusement, il tira de nouveau le carnet de sa poche et griffonna dessus une note pour se rappeler de faire une enquête à la bibliothèque de Denver sur les principaux intéressés des transactions. Si chaque hôtel avait son fantôme, l'Overlook en avait, lui, toute une armée. D'abord le suicide, ensuite la mafia, et quoi encore? La coupure de la page suivante était si volumineuse qu'on avait dû la plier. Jack la déplia et retint son souffle. Il eut l'impression que la photographie lui sautait au visage. Bien que le papier peint eût été changé depuis, il reconnaissait parfaitement cette fenêtre-là avec sa vue. C'était la baie occidentale de la suite présidentielle. Après le suicide et la mafia, il y avait eu donc l'assassinat. Le mur du salon près de la porte de la chambre était taché de sang et d'une matière gélatineuse qui devait être des débris de cervelle. Un flic au visage impassible montait la garde près d'un cadavre caché sous une couverture. Sous la coupure, quelqu'un avait griffonné d'une écriture épaisse à la pointe bic, et ils ont emporté ses couilles avec eux. Jack resta longtemps les yeux rivés sur ce graffiti qui lui faisait froid dans le dos. Mais à qui donc appartenait cet album? Il finit par avaler la boule qui lui bloquait la gorge et tourna la page. Il y avait un autre article de Josh Branigar, daté du début de 1967. Jack n'en lut que la manchette. Un hôtel de triste renommée vendu à la suite de l'assassinat d'un gangster. Les pages suivantes étaient vierges. Ils ont emporté ses couilles avec eux. Puis il feuilleta les pages à rebours jusqu'au début, cherchant un nom, une adresse, un numéro de chambre même, car il était pratiquement certain que cet album avait été tenu par un client de l'hôtel. Mais il ne trouva rien. Il s'apprêtait à revoir toutes les coupures de plus près cette fois, quand une voix l'appela dans les escaliers. « Jack, chérie ?» Wendy. Il tressaillit d'un air presque coupable, comme s'il avait bu en cachette et qu'elle allait pouvoir détecter l'odeur de l'alcool sur lui. C'était ridicule. Il se frotta les lèvres de sa main et lui cria « Ouais, princesse, je cherche Lyra !» Elle allait venir. Il l'entendit descendre l'escalier et traverser la chaufferie. Prestement, sans réfléchir à ce qu'il faisait, il fourra l'album sous une liasse de factures et de reçus. À peine s'était-il redressé qu'elle franchissait le passage voûté. « Qu'est-ce que tu fabriques ici? Il est presque 3 heures. » Il sourit. « C'est si tard que ça? Je me suis mis à fureter dans tous ces vieux papiers. J'espérais découvrir la cachette où ils enterraient leurs cadavres. » Il trouva que ces mots sonnaient faux. Elle s'approcha davantage, les yeux braqués sur lui, et il fit involontairement un pas en arrière. Il savait ce qu'elle faisait. Elle essayait de flairer sur lui l'odeur de l'alcool. Elle ne se rendait probablement pas compte qu'elle le soupçonnait, mais lui le sentait, et ça le mettait hors de lui. « Ta bouche saigne, dit-elle d'un ton curieusement indifférent. « Hein ?» Il porta sa main à ses lèvres, et y sentant la brûlure d'une petite plaie, la retira aussitôt. La vue de la tache de sang sur son index ne fit qu'accroître son sentiment de culpabilité. « Tu as recommencé à te frotter la bouche, dit-elle. Il baissa les yeux et haussa les épaules. « Ouais, on dirait. Ça a dû être un enfer pour toi, n'est-ce pas ? » ?»« Non, pas vraiment. Est-ce que tu souffres moins à présent ?» Il leva les yeux sur elle et se força à faire un premier pas dans sa direction. Ses pieds se mirent à avancer, le plus dur était fait. Arrivé à côté de Wendy, il glissa son bras autour de sa taille, repoussant une mèche de ses cheveux blonds. Il lui embrassa le cou. « Oui, dit-il. Où est Danny ? » ?»« Oh, il traîne quelque part dans les parages. Le temps est en train de se couvrir. Tu as faim ?» Avec une lubricité feinte, il glissa sa main le long de ses fesses moulées, dans le jean étroit. « Fin de ça, oui. Attention, mon vieux, ne te lance pas dans une affaire que tu ne pourras pas terminer. »« En affaire, je suis plutôt prudent, princesse. Mais celle-là, c'est du solide, dit-il, continuant de lui masser les fesses. J'ai envie de placer mon capital là-dedans. » Au moment de s'engager dans le passage voûté, il jeta un dernier coup d'œil au carton dans lequel il avait caché l'album. Mais à qui appartenait-il ? Sans lumière, le carton n'était plus qu'une ombre. Il se sentit pourtant soulagé d'avoir éloigné Wendy. Son désir se fut plus vrai, moins joué, tandis qu'ils avançaient vers l'escalier. « On verra, dit-elle, après qu'on t'aura fait un sandwich. Aïe !» Elle se dégagea de son étreinte, riant aux éclats. « Tu me chatouilles. Ce n'est rien, princesse, à côté des papouilles que Jack Torrance va te faire. »
Bas les pattes, Satire. Que dirais-tu d'un sandwich au jambon et au fromage, pour commencer? Ils montèrent l'escalier ensemble, et Jack ne regarda plus en arrière. Mais il se rappela les paroles de Watson. Tout grand hôtel a son fantôme. Pourquoi? Que voulez-vous? Les gens vont et viennent. Puis, Wendy referma derrière eux la porte du sous-sol, qui retourna dans les ténèbres. Fin du chapitre. Et je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'il est 22h25, et que je bafouille énormément, parce que je commence à fatiguer un petit peu. Donc voilà. On est vraiment dans l'optique années 70. Hein. On a le droit à l'humour graveleux, bien graveleux de papa. Mais bon, en tout cas, on en apprend un peu plus sur l'hôtel qui, franchement, donne pas trop envie. Hein. Quand on connaît son pédigré, on n'a pas trop envie. Enfin, je sais pas, moi, bizarrement, j'aurais du mal à dormir dans une chambre d'hôtel où il y a eu des bouts de cervelle. Du sang, des bouts de cervelle. Ah, bah, elle peut être belle leur chambre. Leur super suite présidentielle, hein, mais bon. Savoir qu'il y a un petit mafieux qui est mort là-dedans, assassiné. Si tu regardes bien entre les nervures du papier peint, t'as le droit à un petit bout de cervelle. Pour un petit encas nocturne, pourquoi pas? Non, c'est. Ouais. C'est un peu. Ça annonce la couleur. Et ouais. On le sent pas du tout, ce petit Jack. Hein. Mais bon. Ils sont dans l'hôtel. On avance. Et ça va être sympa, je pense. La suite va être rigolote. Voilà. Donc sur ce, je vais m'arrêter là. Donc je vous remercie d'avoir suivi, d'avoir écouté. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me faire des retours en message privé. Rigolote. Bah oui, hein, écoute, un peu d'ironie. Hein. Nous, après tout, on fait que regarder. Mais c'est vrai qu'à vivre, ça doit être nettement moins marrant. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours si c'est cool ou si c'est moins cool. Si vous avez des idées pour améliorer, n'hésitez pas. Je suis toute oui. Je l'ai déjà dit en début de live, mais n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Je vais poster tout à l'heure la photo de mon public physique, puisque vous êtes mon public, vous êtes mon public derrière vos écrans, mais j'ai un public physique mais qui m'écoute vaguement, hein, parce que visiblement il faisait sa meilleure sieste pendant que je racontais mes aventures de Dany. Je vous fais une petite photo sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre, au moins on va bien se marrer. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis si c'est pas déjà fait, pour être mis au courant des lives. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, et puis je vous dis à mercredi. Bonne nuit à tous.